Ici, les gens, quand même, ils ont la joie de vivre, on a le soleil tous les jours. On dit toujours, les Parisiens sont un peu aigris, c'est vrai, et on voit la différence. Et donc, ça donne une énergie commune où tous les jours, tu veux faire du business et t'avances à une vitesse folle. Moi, ce qui m'a vraiment limité, c'est la fiscalité. Et il y a ça à payer, il y a ça à payer, il y a ça à payer. À la fin, on dit, mais il me reste plus grand-chose. Vrai, cette année, on est en dessous des 60 000 biens livrés. T'as 200 000 nouveaux résidents, t'as 60 000 nouveaux biens livrés, ça suffit pas. À Dubaï, même sur du prime aujourd'hui, je vais être sur du entre 6 et 8, et sur des choses qui sont en devenir, qui sont moins proches de la mer ou moins proches des emplacements prime à Dubaï. Donc tu peux aller jusqu'à 12% de rentabilité. Bonjour à tous, donc je suis en compagnie de Julien de Sense Properties. Là on est à Dubaï et on va parler du marché à Dubaï, les différences avec la France. Donc je te laisse te présenter Julien. Bonjour Yacine, merci de la présentation. Je m'appelle Julien, donc je travaille à Dubaï chez Sense Properties. C'est une agence immobilière et qui est à l'interne d'une société qui s'appelle Legal Sense. Donc Legal Sense, c'est la maison mère qui est une société d'expatriation, création de visa. Et de là est né Sense Properties parce que toutes les personnes qu'on expatriait voulaient soit investir ou alors louer un bien. Et donc on s'est dit on ne peut pas sous-traiter ou déléguer tout ça. Donc on l'a internalisé. Et donc j'ai rencontré le fondateur qui s'appelle Arthur et il a décidé d'ouvrir ce pôle immobilier. Du coup, pour vraiment l'accompagnement initialement de nos clientèles en interne sur l'investissement. Voilà. Ouais. Et à côté de ça, ce qui est un peu plus récent, c'est également My Podcast. Donc là, on est aujourd'hui pour la création de contenu, parce que la plupart des clients qui s'expatrient sont des gens qui sont dans le media buying. Ils ont besoin de créer un peu de contenu. Donc, c'est un support complet. Le but, c'est de vivre une expérience où il y a un seul interlocuteur à Dubaï. Donc, soit c'est Julien de chez Sense Properties qui va s'occuper de les amener un petit peu partout, soit ça va être ils arrivent d'abord chez Legal Sense et Legal Sense les amène un petit peu partout. Et derrière, on leur fait le point d'entrée, c'est les personnes qui veulent justement créer leur Emirates ID, qui veulent se set-up à Dubaï. Exactement. Et ensuite, ils ont une partie, soit IMO, ils veulent investir donc avec toi, exactement. Donc Sense Properties, ou alors ils veulent créer du contenu sur MyPodSpace. MyPodcast, ouais. Exactement. Mais où on peut avoir aussi dans l'autre sens, on peut avoir des gens qui investissent dans l'immobilier et qui veulent, par exemple, le Golden Visa. Donc ils ont besoin d'un visa après pour justement s'expatrier. C'est ça. Le but, c'est vraiment que ça aille dans tous les sens. C'est ça, ouais. Et que voilà, on puisse aller sur tous les points. Donc toi, si je comprends bien, c'est que tu as fait plusieurs années à Paris. Exactement. Ça, en tant qu'agent immobilier à Paris. Plutôt sur une partie... Moi, ça fait plus de 7 ans que je fais l'immobilier. J'ai commencé à Paris dans l'immobilier commercial. D'accord. Donc j'accompagnais surtout je faisais les pieds d'immeubles, j'accompagnais les enseignes. Le but, c'était de leur trouver des emplacements et de développer justement leur marque. D'accord. Ça m'a rapproché avec le temps, par la force des choses, des propriétaires parfois d'immeubles. Donc le résidentiel est venu s'ajouter à ce que je faisais. D'accord. Et un jour est venu mon premier voyage à Dubaï. Je voulais découvrir cette ville. Et j'ai eu du mal à retourner en France. Et j'ai compris en tout cas que il fallait que je reste à Dubaï, donc j'ai dû faire l'aller-retour. J'ai mis un petit peu de temps à m'expatrier officiellement. Mais t'es arrivé quand la première fois à Dubaï ? La première fois, c'était il y a 3 ans et demi que je suis venu à Dubaï. Et j'ai compris tout de suite que... Est-ce que tu avais des préjugés avant de venir à Dubaï ? Non, pour moi, il y avait que du positif à voir ici parce que je voyais surtout sur les réseaux. Et peut-être aussi du fait que je voyais des belles choses sur les réseaux, l'algorithme continue à montrer des belles choses. Ouais, forcément. Et quand je suis arrivé ici, tout s'est confirmé. Et je me suis dit, ok, maintenant il faut faire du business. Ici, les gens, quand même, on compare à Paris, une grande ville. Moi, j'habitais à Paris. Ils ont la joie de vivre. On a le soleil tous les jours. On dit toujours les Parisiens sont un peu aigris. C'est vrai. C'est vrai. Et on voit la différence. Et donc, ça donne une énergie commune où tous les jours, tu veux faire du business et tu avances à une vitesse folle qui n'est pas du tout pareil qu'à Paris. Ce que tu fais un mois ici, c'est 6 mois à Paris, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'aime à Dubaï, c'est que c'est une énergie positive. Il y a un dynamisme. En fait, vu que tout le monde n'est pas chez soi, en fait, c'est parce que Dubaï, c'est plus de 90% d'expatriés. 90% d'expatriés, ouais. Donc en fait, tout le monde se lie un peu pour justement aller de l'avant. Donc il y a des synergies qui se créent beaucoup plus facilement que si on était dans notre pays. Et ça, c'est magnifique. Donc en plus, il y a le soleil, donc ça crée une énergie positive
pour l'humeur et puis pour voilà, tout ce qui est aux alentours. Donc ouais, non, c'est cool. Mais toi, tu le vois, t'es encore un petit peu entre les deux, toi, entre Paris et Dubaï? Ouais, moi, ça fait 5 ans que je suis entre Paris et Dubaï. Moi, je suis toujours résident en France, mais quasiment tous les hivers, je suis à Dubaï. J'aime ça, justement. Tu reconnais Ouais. que, justement, en plus, si tu passes l'hiver ici, Ouais. si tu passais l'hiver à Paris, Ouais. tu n'aurais pas la même énergie avec le temps, Ah le oui, non, froid. ouais, ça n'a rien à Ici, voir. tu fais des nuits courtes, tu Ouais. le ressens pas forcément. Ah non, ça n'a rien à Tu voir. vois, à Paris, tu Ouais. vraiment, tu peux plus. C'est Ouais, non, pas la non, même ça chose. je peux pas. Et puis à Dubaï, vraiment, tout va très vite et il y a une bonne énergie. Donc tu penses, en fait, tu dépasses toutes tes limites. En fait, tu vois, tu te mets en France, tu peux te mettre des limites, je trouve. Et là, en fait, tu dépasses toutes les limites. C'est ça qui est bien. Et donc, Bah, il n'y en a pas vraiment en fait à Dubaï. il n'y a pas de limite. C'est ça, Il n'y a pas de limite. C'est ça qui est bien. Et par Ouais. exemple, en France, Mm. moi, ce qui m'a vraiment limité à un moment où je me suis dit c'est très compliqué de dépasser cette limite, Mm. bah, c'est la fiscalité. Parce Oui, que, c'est ça aussi. Ouais. j'étais toujours rattrapé par voilà, il faut avancer et il y a ça à payer, il y a ça à payer, il y a ça à payer. À la fin, tu te dis mais il me reste plus grand chose quoi. Mm. Et donc c'est compliqué Ouais. de passer l'étape au-dessus. Ouais, bien sûr, parce que c'est pas un environnement propice à l'entrepreneuriat, je trouve. Et c'est fait pour te ralentir et c'est un peu confiscatoire, je trouve. Donc il vaut mieux des fois partir et puis s'épanouir dans un environnement qui est business friendly, on va dire, Complètement. et qui te permet justement de développer ton entreprise, de développer ton activité et puis de voir plus loin. C'est surtout ça, quoi. C'est ça. Bah, Ouais. c'est pas. Mm. C'est difficile pour l'entrepreneuriat, mais c'est difficile aussi maintenant pour l'investissement, je trouve. Hein. Oui, Si on fait des comparaisons, Oui. enfin, on y oui, reviendra, mais les deux, hein, l'investissement aussi. Hein. Mais l'investissement, c'est Ouais, difficile non, parce non, qu'il ne te reste pas Ouais. grand-chose à la fin. Ouais, non, c'est confiscatoire. Hein. Moi, je sais, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup investi en France, surtout sur des immeubles de rapport, et je vois qu'en fait, je paye énormément de taxes. Il y a des taxes qui viennent s'accumuler petit à petit, que ce soit la taxe foncière, que ce soit la CRL, cotisation sur les revenus locatifs, Ouais. la CFE. Tu T'as ajoutes. plein, l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, après, ouais, tu as tout ce qui est un peu sur les Et puis, fortunes. c'est sur tes loyers, si Ouais. tu en as, ils sont peut-être assujettis à la TVA. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, ouais. tu peux en avoir. Et puis en fait, il y a toujours une nouvelle loi qui fait que tu vas payer encore plus. C'est ça, et elles augmentent encore Ouais. plus. Là, j'ai vu que la taxe Ouais. foncière, elle a augmenté. Ouais, Il parlait de Ouais. si tu as une baignoire ou une douche, Ouais, tu c'est ça. paieras plus cher ou pas. C'est ça, selon si tes t'as une éléments. baignoire, une douche, genre Ouais, tu peux pas ça- te doucher en fait. C'est obligatoire quoi, d'avoir ça. Bientôt, Oui. Bientôt, ils vont taxer l'air, tu vois. Non, mais Là, c'est ça. Donc, Ouais. c'est jusqu'où on Ouais. va, et c'est à partir de ce moment-là Ouais. où je l'ai compris. Mm. Et je me suis dit, bon, même si j'étais dans le Ouais. commercial et que c'est différent, il y a Ouais. quand même beaucoup de taxes. Bien sûr. J'ai compris qu'il fallait partir. Bah oui. J'ai dit, bon, il y a trop de taxes. Ouais. À un moment, il va y avoir un problème. Et je voyais aussi, on voit qu'à Ouais. Paris, Mm. aujourd'hui, quand tu te balades dans les rues, il y a quand même plus de locaux commerciaux qui sont vides qu'avant. Ouais, tu vois t'as des remarqué rues. ça? Ah, il y a Ah des ouais. panneaux à louer quand même Ouais, assez ouais. souvent, mais comme des panneaux à Oui, vendre oui, sur les balcons d'appartements. Oui, Mais tu vois qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus vides. ouais. Tu te dis, bon. Il ok, faudrait qu'on regarde les chiffres, mais ouais, je pensais pas que les locaux commerciaux se vidaient aussi, parce que ça reste Paris quand même. Alors, je dis pas qu'il y a un exode où tout Ouais, le monde ouais. s'en va, hein, Ouais. mais on se rend compte que la Ouais. demande n'est pas comme avant. Avant, Ouais. moi qui étais dedans, un Mhm. local, ça restait pas vide, quoi. C'est surtout Bah, quand tu oui. mets un panneau à louer. Ouais, Quand ouais. tu mets un panneau à louer, les gens ils passent devant, ils appellent et tu veux louer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une baisse de consommation en France, due à l'inflation, due aux taxes, etc. Donc, je pense que du coup, c'est impacté, forcément. Forcément. Donc, Et ici, ouais. ici, c'est vraiment un monde différent, quoi. Bah, tu le vois, oui, toi ici, toi t'as Ouais. pas encore investi à Dubaï. non, pas encore. Je dis pas encore parce que je pense que Ah oui, très bientôt, ouais, très tu bientôt. devrais le faire, à mon avis. Ouais. Mm. Très prochainement, je vais investir. Et moi, ce qui est fou, c'est que moi, je suis arrivé la première fois en 2020, pendant le Covid. C'était vide, vraiment, il n'y avait personne. Les prix, c'était pas ce qui était maintenant, tu vois. Ouais. Et donc, ça a bien progressé petit à Complètement. petit. Complètement. Et par exemple, moi, à chaque fois que je viens, je prends des Airbnb de deux semaines ou alors un mois. Et là j'ai vu, là, sur le marché, il n'y a quasiment plus rien. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a vraiment plus d'offres. Bah, alors, ce ouais. qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Ouais. le marché Airbnb, Ouais. il est aussi beaucoup pour les nouveaux résidents qui arrivent. Oui, c'est Parce ça. que pas mal de gens qui arrivent, donc Mm. on a 3 mois d'office de visa touriste, quand Ouais, on c'est vient ça. de France européen. Mm.
Et quand tu arrives, tu commences par un Airbnb. Tu fais Bien un sûr. logement saisonnier, tu es Bah obligé de te loger. Bien sûr. Et donc, tous ces logements, toutes les personnes, parce qu'on parle de 200 000 nouveaux résidents cette année, sur bien sûr. 2025. Ouais. Donc, toutes ces nouvelles personnes qui arrivent, il faut bien qu'elles se logent. Mm. Donc, les Airbnb sont pris, évidemment, vu que c'est du court terme, mais court terme assez long, Oui, parce que tu oui. peux rester 2-3 mois Ah dans, bah oui, bien dans sûr. ce Airbnb. Ouais. On veut quand même quelque chose de confort. Mm. Donc, tu te retrouves avec les choses qui sont un peu plus vieilles ou C'est ça. moins qualitatives Mm. en Airbnb. C'est C'est ça. pour ça que le marché aussi Airbnb fonctionne bien et peut fonctionner aussi dans Énormément. hors saison, on va dire, Mm. parce qu'on a ces éléments-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, il y a de plus en plus de touristes, déjà. Complet. Il y a de plus en plus de résidents. Donc, j'ai eu une stat, c'est 17 000 nouveaux résidents par mois. Donc, environ 600 nouveaux résidents par jour. Donc, t'imagines, C'est énorme. C'est énorme. quand tu fais le calcul, c'est énorme. C'est énorme. et, Il faut euh, loger tout le monde. Il faut loger tout le monde. Et en fait, même si des fois on peut dire qu'il y a trop d'offres, mais en fait, non. L'offre ne suit pas l'arrivée de mais nouveaux résidents. sur le... Ça suit pas du tout. Ça, c'est une évidence. Par exemple, Ouais. sur les biens livrés, Mm. si on parle aussi en long terme. Ouais. Sur les biens livrés, cette année, on est même pas, on est en dessous des Mm. 60 000 biens livrés. On doit être Ouais. à 57 ou 58 000 Bah oui. biens livrés. Mm. Bon, tu as 200 000 nouveaux résidents, tu Ouais. as 60 000 nouveaux biens livrés. Ouais. Ça suffit pas. Non, non, L'offre ça et la suffit pas. demande, et donc forcément, c'est pour ça que Du les coup, prix c'est pour augmentent. ça que les prix ils explosent, clairement. Que Complètement. ce soit sur la location ou les prix à l'acquisition, clairement. Ouais. Complètement, ouais, c'est pour ces raisons-là. Donc, toi, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi pour toi l'intérêt d'investir en immobilier, du coup? Alors, d'investir en général de façon globale dans l'immobilier, la première chose, faut se dire, c'est, parce qu'on parle surtout beaucoup de gens en France, Ouais. ça va être le problème de la retraite. Aujourd'hui, Ouais. on va avoir du mal, faut dire ce qui est vrai, pour les générations qui sont à peu près de mon âge, Mm. on va avoir du mal à s'imaginer percevoir une retraite. Il Mm. faut être réaliste, Mm. on risque de pas l'avoir, on voit que la dette, elle fait qu'augmenter. Mm. Donc il faut la préparer, cette retraite. Mm. C'est un premier élément. Et d'investir dans l'immobilier, l'immobilier c'est de la pierre. Bien Donc, sûr. ça fait face à ce premier problème. Mm. Ça fait face également aux coups durs. Mm. Demain dans la vie, on rencontre quelque chose, on a lancé une boîte et on a un petit effondrement, on a un bouleversement, on va dire, Bien qui sûr. fait que les choses se passent moins bien. Bon, soit on a un bien à vendre, soit on a toujours une rentrée, si on a un locataire, qui nous permet d'avoir toujours une rentrée d'argent. Mm. Donc ça va servir également à ce point-là, se protéger, c'est une sécurité. Mm. Et si je pouvais te donner un troisième point, tu vas avoir aussi également pour des revenus complémentaires. Tout se passe bien, ça te fera des revenus en plus. Mm. Mais en fait, ça augmente ton patrimoine quoi qu'il arrive. Selon où tu achètes, comment tu achètes le bien, tu te le fais financer. Bon, c'est ce qu'on dit vulgairement, l'argent amène l'argent. Voilà, tu gagnes un petit peu d'argent, tu le places, tu l'investis. C'est de l'immobilier. Et généralement, si tu ne te trompes pas dans ton investissement, c'est toujours des revenus qui te feront, sur du long terme, quoi qu'il arrive, faire la différence et gagner. Oui, c'est ça. Et puis aussi une appréciation du capital, parce que le marché immobilier augmente. Complètement. Donc forcément, il y a une richesse qui se crée Exactement. avec le temps. Exactement. Et ça, c'est magnifique. Avec l'immobilier, ça veut dire qu'il y a juste à acheter un instant T. Et souvent, le marché. C'est comme les intérêts composés en bourse. Ouais, c'est ça. L'immobilier, c'est que chaque année, on a la valeur vénale du bien qui augmente. Ouais. Et donc, par la force des choses, le loyer augmente lui aussi. Et je vais même te dire un truc. Quand tu achètes de l'immobilier à crédit, c'est même plus puissant que les effets composés, que les effets cumulés en bourse. Parce que l'argent que tu mets en apport, et que tu vas retrouver à la fin, une fois que tu auras remboursé ton crédit, c'est beaucoup plus que si tu avais mis ce montant-là en bourse. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Par rapport à l'argent que tu as mis dans le projet, en apport. Complètement. Et ça, c'est magnifique. Du coup, c'est beaucoup plus puissant que si tu mets en bourse. C'est vrai. Grâce au crédit. Ouais, c'est l'accessibilité. Après, c'est justement, si on compare en France par exemple, parce que toi tu as investi en France, mais en France, l'accessibilité au crédit peut être un petit peu compliqué. Rentrer en bourse, c'est plus simple. Et c'est pour ça qu'il y a un schéma différent à Dubaï, où on en parlera, mais pour accéder justement à l'investissement immobilier. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que bon, on va pas se cacher, c'est vrai que l'avantage de la France, c'est quand même l'effet de levier, c'est le crédit. Mais ici, il y a quand même des solutions de plan de paiement et ça, c'est cool. Et même des crédits aussi. Donc, au final, exactement. Tout est possible ici, mais justement, l'accès à l'investissement immobilier est bien plus simple ici. Et tu te rends compte quand tu fais tes calculs quand même. Tu achètes un bien en France à 200 000 euros sur 20 ans, avec les intérêts, il t'en aura coûté 280.
Alors oui, Ouais, c'est ça. tu peux en acheter plusieurs, Ouais, bien sûr. mais sur 20 ans, il t'a coûté 40% de plus, quoi. Ouais. Faut C'est sûr. faut le prendre en Ouais, c'est considération. ça qui est bien. Ouais. Enfin, c'est à prendre en compte. Ouais. Ouais, après. Par contre, il faut bien prendre en compte aussi que quand même les taux à Dubaï sont plus élevés quand même qu'en France. Alors, ils le sont, oui, ça ouais. je suis d'accord avec toi. Ouais. Ils le sont plus en moyenne, Ouais. sachant que la France aujourd'hui n'a plus les taux que on a connus à peine 1%. Ah, mais oui, ouais, clairement. Donc, Ouais. quand même, c'est Ouais. plus aussi intéressant. Mm. Néanmoins, ta Mm. rentabilité à Dubaï est bien plus élevée Ah oui, clairement. Et t'as pas les impôts aussi. et ta rentabilité est nette. Ouais, ouais, Donc, c'est ça. c'est ça qu'il faut prendre en compte. En Mm. France, tu as une rentabilité qui avoisine, on va dire en moyenne, quand tu fais l'investissement pour avoir une rentabilité, tu vas avoir 4-5%, Ouais. mais tu parles en brut. Mm. Derrière, Ouais, c'est sûr. derrière, tu vas avoir quoi, 2,5, 3. Oui, bah oui, En- parce en que net. si tu comptes tous les impôts, C'est ça, tu divises par deux à minima. Ouais. À Dubaï, quand même, tu es même sur du prime aujourd'hui. Mm. Tu vas être sur entre 6 et 8 et sur des choses qui sont un petit peu en devenir, donc des quartiers qui sont moins proches de la mer ou moins proches des emplacements prime à Dubaï. Tu peux aller jusqu'à 12% de rentabilité. Ouais, c'est sûr. Et on parle en net. Ouais. Donc Ouais. c'est pas la même chose. Après, je pense du 12%, c'est plus sur du Airbnb, courte durée. Ouais. Sur la longue durée aussi, hein, tu vas chercher Longue durée aussi. Ouais, tu vas en chercher. Ah ouais. Et puis, comme on disait, tu es sur un marché où on est un petit peu encore dans les débuts. Aujourd'hui, en moyenne, Oui, c'est sûr. à Dubaï, tu regardes les prix. À Dubaï, tu regardes les prix des grandes villes comme Paris, Londres, New York. Ah oui, clairement, ça va. On n'est pas sur le même prix au mètre carré. Et donc, tu sais que si tu as cette évolution qui va arriver derrière, bon, bah, forcément, si aujourd'hui ton bien il vaut 200 000 euros, mais que dans 10 ans il en vaut 400, ton loyer, si aujourd'hui il vaut 2000, Ouais, bien sûr. dans 10 ans il en Oui, vaudra tu 4. vas acheter une renta par exemple à 8 et plus tard ça va faire 10, 12. En par fait, elle est rapport au- progressive chaque année. Ouais, bien sûr. Ta rentabilité est progressive chaque année Ouais, clairement. à Dubaï. C'est ça Ouais. qu'il faut prendre en compte. Donc, Ouais. quand je te dis 12%, ça peut l'être dès la première année parce que tu as un plan de paiement parfois été livré 3 ans ou 4 ans plus tard. Mais si ça ne l'est pas la première année, ça le sera la deuxième ou la troisième. Ouais, ça je Tu suis vas d'accord. faire 10, 11, 12 peut-être. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et du coup, pour toi, quel est l'intérêt d'investir à Dubaï et aux Émirats? C'est quoi l'intérêt? Alors, l'intérêt pour moi d'investir aux Émirats, il y en a beaucoup. Le premier, c'est que tu investis dans un pays qui est stable, où tu as une sécurité absolue. En termes de caméras, tu n'as plus d'une caméra par mètre carré. D'accord. Alors évidemment, Ouais, c'est pas tout le long, oui, tous les oui. mètres envoyés, Ouais, mais c'est en vrai que c'est termes énorme. de quantité de caméras et de mètres carrés sur la surface, à Ouais. Dubaï en tout cas, tu n'as plus d'une caméra par mètre carré. C'est vrai. Déjà, tu sais que tout est sécurisé. Mm. Elle fonctionne très bien, Mm. parce que je peux te dire que là, par exemple, la semaine dernière, Ouais. j'ai eu malencontreusement, j'ai répondu à un appel au volant. Aïe. Et ça a duré 10 minutes, donc j'ai 2 caméras qui m'ont flashé Ah oui. sur le trajet. J'ai reçu l'amende directement. En euros, Ouais. j'ai reçu 450 € d'amende. Ah oui, quand même. Donc c'est Mais- dissuasif. Est-ce que c'était visible? Est-ce que tu avais le téléphone dans la main? Ou tu étais en kit main libre? Non, j'étais téléphone dans la main. Ah oui, bah c'est normal. Ouais, ah oui, ouais. là, Ah ouais, à c'est ne pas normal. faire. Là, c'est visible. À ne pas faire, évidemment. Ouais. Bon, voilà, c'est, on va dire, les aléas du métier. Quand il y a un appel important, on le prend. Ouais. Mais oui, voilà, donc c'est dissuasif. À Paris, clairement. on m'aurait pas vu, Ouais, par exemple. bien sûr. Et si on m'avait vu, je pense pas que l'amende aurait été aussi salée. Ouais, c'est sûr. Donc c'est fini. Moi maintenant, j'ai mon kit, j'ai branché, je suis en Apple CarPlay, il n'y a plus Ouais, de problème. c'est mieux. Et je réponds pas. Mais pour te dire que voilà, on parle de petits détails Ouais. où à mon échelle, bah, ça, tout de suite, ça me met d'équerre. C'est pareil pour tout. Donc ça, c'est une première chose où la sécurité que tu as ici, tu l'as quasiment nulle part dans le monde. Ouais, je sais, bah, des fois, moi, je travaille dans un café avec mon PC, il y a toutes mes affaires. Je vais faire une course pendant 20-30 minutes. Je reviens, c'est encore là. Mais complet. Et personne n'y touche. Il n'y a Personne pas, n'y touche. beaucoup dans le monde. Tu as Monaco aussi qui est comme ça, mais c'est Ouais. pas le même marché, c'est pas la Ouais, même c'est pas chose. pareil, parce ouais. que- Mais tu as Monaco aussi comme ça. Tu as très peu Ouais. de villes. Bon, évidemment, les autres villes des Émirats, Abu Dhabi, c'est pareil. Ça, Oui, c'est oui, c'est bien très sûr. sécurisé. Ouais. Mais tu n'auras jamais ça à Paris. Ce fait-là, Bah tu oui. me dis, tu vas prendre un café et tu laisses tes affaires, tu le laisses 2 minutes, il n'y a plus d'affaires Ouais, bien sûr, à bah Paris. C'est malheureux, mais Ah bah oui. c'est une réalité. Donc, Ouais. la première des choses, ça va être ça. Mm. Deuxième point, on en a parlé, mais c'est la fiscalité. Voilà. Ah oui, bah, c'est sûr que c'est un point C'est- important. Aujourd'hui, ce qui vraiment, quand tu fais un investissement locatif, la différence
entre ton brut et ton net aux Émirats, ça va être les charges de copropriété. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout ce qu'il faut prendre en compte. Et quand tu achètes, tu as 4% de frais de notaire au moment où en France, tu es aux alentours de 8. Elles sont juste un petit peu plus élevées parce qu'il y a quand même les amenities, il y a tout ce qui est aux alentours. Il y a la piscine, la gym, les charges, elles sont un peu plus élevées. C'est un peu plus élevé, mais tu t'y retrouves. Tu t'y retrouves quand même. Parce que dans tes buildings, tu as salle de sport, tu as piscine, tu as souvent des spas maintenant. C'est ça. Tu as des coins pour les enfants. Donc en fait, tous ces points-là où à Paris, tu vas prendre un abonnement à la salle de sport. T'as pas l'option piscine, donc ça c'est un luxe en plus. Mais si tu veux aller faire tes longueurs parce que t'aimes bien nager, tu vas payer ton abonnement à la piscine. La Kids Play Area, l'endroit pour les enfants, tu vas prendre une nanny en France. Donc en fait, quand tous ces éléments viennent s'ajouter, en France, t'es plus cher. Mais donc ici, tu as juste tout dans ton building ou dans ta communauté. Et tu as des communautés où tu as 45, 50 commodités où tu peux t'amuser toute l'année. Sur ça, tu peux ne pas en sortir. C'est fait, c'est fait en ce sens. En fait, moi, ce que j'aime bien à Dubaï, c'est que tout est optimisé pour que tu sois productif et que tout ton quotidien soit facilité. C'est ça que j'aime. Complètement. Donc, par exemple, tu n'es pas obligé de cuisiner. Soit tu te fais livrer, soit tu as une maid qui vient à la maison, qui te fait tes plats pour la semaine et tu es tranquille. Pareil pour le ménage, etc. Tu as des applications, tu as juste à booker. Quelqu'un vient chez toi, il te fait le ménage. Et c'est pas cher. Tu peux tout faire de chez toi. Et c'est pas cher, Tu peux tout faire de chez toi. Tu peux même livrer une masseuse qui vient faire les massages, le coiffeur, enfin tout. Tu n'es pas obligé de sortir. Et en plus, dans le building, il y a salle de sport, donc tu peux faire ton sport. Tout est optimisé. Chez toi. C'est ça qui est bien. Tu as beaucoup de gens à Dubaï. Enfin, du moins, j'en ai rencontré le plus ici, qui travaillent de chez eux, qui sont dans le e-commerce, dans le media buying, ou dans ces éléments où ils travaillent chez eux. Et en fait, Dubaï, justement, te permet de le faire. Parce que, tu vois, moi, dans mon building, j'ai une meeting room, donc je peux même recevoir des gens en rendez-vous. Sans dire c'est chez moi. On a une salle de réunion. C'est ça. Elle est très grande. Elle doit faire, je sais pas, 100 mètres carrés. Où je peux faire un meeting sans problème, recevoir des gens, il y a des écrans, il y a tout le matériel qu'il faut, et un service qui est inclus dans les charges de l'immeuble. Oui, et puis en plus, souvent dans des tours, il y a souvent des commerces, donc des cafés, des restaurants. Bien sûr. Du coup, tu n'es même pas obligé de sortir. Tu peux recevoir tes invités dans ta tour finalement. Tu peux aller au resto ou dans un café ou dans un lounge. Et c'est dans ta tour. Et t'as les premières choses à acheter. Tu peux toujours acheter généralement en bas de chez toi. Si c'est pas en bas, tu traverses la rue. Oui. Ce qu'on appelle les petites épiceries tu achètes de l'eau, tu achètes des petites choses à grignoter. Puis bon, tu peux te faire livrer aussi toutes tes courses, donc c'est ça qui est bien. C'est très rapide. C'est super rapide. Là, je sais qu'il y a l'application Noon. En 15 minutes, ils peuvent te livrer ce que tu veux. Et tu as toujours des promos à Dubaï. Toujours. Donc déjà que le prix n'est pas élevé initialement, mais en plus tu as toujours des promos où tu cliques dessus, ça te revient rien du tout. Ça c'est magnifique. Donc on disait ce qui attire ces gens-là pour revenir sur l'investissement, pourquoi investir aux Émirats. Tu as une position stratégique aussi au niveau international. Tu es un petit peu au centre du monde. Tu as beaucoup de gens qui font une escale à Dubaï, tu vois, quand ils vont en Asie, quand ils vont plus loin, quand ils vont en Australie aussi également quand tu pars de l'Europe. Tu as des vols directs qui se dirigent vers les États-Unis. Tu as un Dubaï-New York. Donc aujourd'hui, tu attends à Dubaï le plus grand aéroport du monde, l'aéroport Al Maktoum. Alors, il existe déjà. Aujourd'hui, c'est juste les vols de fret. Il est en train de s'agrandir, mais on va avoir quelque chose qu'on n'a nulle part ailleurs. On va pouvoir passer les douanes internationales directement ici. Donc, pour ceux qui partent aux États-Unis, quand ils sortent de l'avion, c'est comme un vol local. Tout va se faire un gain de temps énorme. Automatiquement. Et ça va ramener beaucoup plus de monde d'avoir ça. Donc on va avoir encore plus de touristes qui vont arriver. Dubaï, par exemple, c'est tout le temps ce qu'il y a de plus grand. On a la tour la plus grande du monde, on attend la deuxième qui est censée être encore plus grande. On a la plus grande palme du monde, on a le plus grand aéroport du monde. Tout ce qui est le plus grand, donc forcément ça attire du monde. De dire on va voir tout ce qui est le plus grand. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est que Dubaï, ils ont un plan de développement. On sait vers où on va. On a le plan. On sait qu'il y a un plan de développement 2040 de Dubaï. Et dans ce plan, donc, les 5 quartiers urbains qui vont pouvoir être autonomes, où tu as un quartier touristique, un quartier historique, un quartier d'affaires, on a tous les quartiers.
Bah, tu sais dans quoi on va. Tu sais, bon, c'est prévu pour ça. Donc j'investis Ouais. parce que ça va être comme ça. Je vais être dans un gros quartier où Mm. ça va être ça. Après, tu Mm. affines évidemment jusqu'à l'unité, tu vois, dans ta sélection, dans ton investissement. Mais Ouais. tu te dis, bon, je sais, on est encore au tout début. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule ligne qui est réellement fonctionnelle à Dubaï, de métro, je parle. Mm. Bah, on sait qu'il y a les autres qui vont arriver. Elles sont Ouais, en c'est construction, le plan il est établi, Ouais. on sait où le métro va passer. Mm. Bon, bah, donc et ça va forcément, ça va tout Ah bah, c'est développer. sûr, ouais. De C'est pouvoir se déplacer en métro aujourd'hui, on peut pas le faire. Mm. Tout le monde prend des voitures, donc déjà ça va enlever un petit peu de trafic. sûr. Ouais, ça c'est sûr. Il prévoit d'ailleurs de toujours refaire des routes. Mm. On a les routes les plus grandes, hein, les, Ah bah deux oui. fois les 2 fois 8 Ah bah voies. oui, elles sont énormes. Il n'y a qu'à Dubaï où tu vois ça, mais Ouais. ils ont prévu de faire des routes superposées Ouais. pour justement qu'il y ait encore moins de trafic. J'ai vu ça. On a Etihad Rails, donc Mm. un train qui va traverser tous les Émirats, où tu vas pouvoir justement rejoindre pour ceux qui travaillent d'un Émirat à l'autre. Bon, tu sais, en fait, sais où toutes tu les vas. cases sont ouvertes. Mm. Tu vois, tu sais où tu vas. D'un autre côté, tu as aussi le côté Dubaï Greener, où Mm. tout Dubaï va vers le côté vert. On va avoir 60% du territoire de Dubaï qui va être vert. C'est difficile à y croire. Tu te dis aujourd'hui, Ouais, maintenant il y a du bien sûr. désert, comment c'est possible Ouais. 60%, donc plus de la moitié qui va être vert. Et ce que tu vois dans la rue à Dubaï, Mm. parce qu'il faut le voir pour y croire, Ouais. ce qui est vert est très vert. Hein. Ah oui, bien sûr. Moi qui vais Ouais. souvent par exemple sur la côte d'Azur, Ouais. on voit que ce qui est vert avec la sécheresse, c'est Oui. pas trop Ah vert. non, ici, ils ont un bon Ici, système de... ils arrosent bien. Ouais, ils arrosent très bien. Ça fonctionne bien. Ouais. Et ce qui est vert est très vert. Donc ça va être très beau parce qu'on a des endroits très jolis. Et voilà, d'ici 2050, ils veulent être à 100% de consommation d'énergie propre. Ouais, bien sûr. Donc ils vont dans tout le bon côté des choses. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un prix du mètre carré quand tu compares sur 10 grandes villes dans le monde, on est en dessous. Ouais. Tu vois. Ouais, non. Donc tu te dis, bon, il y a de tous quoi les faire. éléments, bien sûr. Voilà, tu vois, tu compares, et même si tu veux vraiment aller chercher la fourchette haute, tu compares à New York, à Manhattan, tu te dis qu'aujourd'hui, un studio à Manhattan, si tu veux le louer, tu vas louer quoi, 5500 à peu près, j'ai regardé, 5500 dollars pour ça. Bon, bah, si on en arrive là sur les prix qui sont aujourd'hui abordables, tu peux acheter des studios à 150 000, 200 000 euros à Dubaï. Si tu as cette rentabilité-là, même si je te dis, elle est progressive, mais même si elle est dans 10, 15, 20 ans, c'est magnifique. Ouais, et tu n'auras pas cette opportunité dans 20 ans. Ouais, et puis on est qu'au début là. On est qu'au début, donc ça va forcément prendre. Même si le prix il a déjà bien augmenté, ça va forcément prendre. On voit que ça augmente chaque année, Ouais. mais c'est ça, quand tu prends du recul et tu regardes sur le monde entier, tu te dis, ok, j'en suis que là et je peux arriver là. Donc c'est. Ouais, Voilà. c'est ça. Par contre, les gens, je pense que ce qu'ils peuvent se poser, c'est se dire bon, ok, ça a déjà bien augmenté. Peut-être qu'il peut y avoir une petite bulle à court terme, un petit relâchement du marché. Et donc, peut-être que les gens, ils peuvent attendre ce moment-là. C'est et une ensuite, après que ça reparte. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ceux qui attendent, c'est plutôt une erreur dans un marché qui est aussi dynamique que celui de Dubaï. Il y a peut-être certaines personnes qui se disent ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent que ça peut être une bulle et que la bulle se relâche le temps que le marché digère un peu cette expansion et qu'ensuite ça reparte par la suite. Le problème, c'est que moi, ces effets, c'est le fait d'utiliser le terme bulle. On l'a beaucoup entendu par exemple avec les crypto-monnaies, avec le Bitcoin. Bon, les crypto-monnaies, on voit quand même que c'est assez cyclique pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et que tu vois que tous les 4 ans, ça redescend un petit peu et ça remonte. On a des cycles. Là, sur Dubaï, c'est pas cyclique pour le moment. Et enfin, c'est pas prévu que ça le soit, parce que c'est progressif. Ça l'est chaque année. Et avec tous les éléments que je viens de te citer, il n'y a rien qui fait que ça va s'arrêter. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Oui. Quelle serait la raison? Tu vas me dire, parce qu'il y a trop de biens livrés, je te l'ai dit tout à l'heure. 200 000 nouveaux résidents pour 60 000 biens livrés. Bien sûr, on attend d'ici. Là, on a dépassé, on ne devait pas les dépasser avant la fin de l'année, on a dépassé les 4 millions de résidents à Dubaï. On en attend plus de 6 pour 2040. On sera peut-être à 8. La population augmente, il faut bien loger ces gens, sans compter le tourisme. Donc, moi, je n'y crois pas au fait de dire que c'est une cycle, c'est une bulle, ça va se calmer. Et je crois que malheureusement, ça va créer un petit peu une déception chez certaines personnes. On se dit,
Tu sais, on dit si t'attends, c'est jamais le bon moment, quoi. Ouais, Si c'est tu toujours attends, comme ça. tu attends, Ouais. bah au final, tu aurais pu acheter, je te dis une bêtise, à Mm. 4000 euros du mètre et tu l'auras acheté à 6000 parce que Ouais. tu te positionnes pas au bon moment. Ouais, bien Donc sûr. ça reste, il est jamais trop tard. Il y a Ouais. aussi cette expression à prendre en compte, Ouais. mais faut avancer. On dit toujours que le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Exact. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, C'est une réalité. ouais, Et ouais. quand tu prends tous ces éléments, Mm. tu comprends. Et Mm. tu compares à des pays d'Europe, on vient de la France, Mm. tu te dis, tu peux te poser des questions, mais tu peux te dire que tous les risques sont là. Il y a des gens qui sont là, qui hésitent encore aujourd'hui, qui me disent, qui sont un petit peu de nouveaux investisseurs, j'hésite entre acheter en France et acheter à Dubaï. Ok, quels sont les arguments? Et en fait, tu te rends compte que en France, il faut voir quand même tous les vrais problèmes qu'on a. Bien sûr. Donc, quand tu prends tous ces éléments, parce qu'on parlait de fiscalité, mais c'est pas que, on parle de l'insécurité, on parle du fait aussi que les propriétaires ne sont pas couverts. Aujourd'hui, c'est eux qui prennent le plus de risques. Ouais, bien sûr. On voit encore, moi je suis de temps en temps des informations via les réseaux. Tu vois un propriétaire qui essaie de déloger un squatter ou un locataire qui paye pas. Bon, bah, soit il prend une amende, soit il va en prison, soit. Oui, clairement. C'est le monde à l'envers en France. Et aujourd'hui, on est dans une situation géopolitique qui est très compliquée. Là, je parle de la France, évidemment. Donc, moi, je trouve que c'est pas sécurisé. C'est mon point de vue. Et pourtant, j'en viens de là-bas et j'ai commencé l'immobilier là-bas. Mais quand tu compares ces deux marchés, je sais pas si on peut pas parler de bulle en France. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut parler d'inquiétude et sûr. se dire, est-ce que le marché va pas chuter complet? Ouais, c'est possible. Et moi, tu vois, je me pose même la question de me dire, est-ce que ce serait pas bien de faire un aller-retour aussi, de se dire, bon, on investit un petit peu en dehors de la France, voir ce qui se passe à Dubaï ou ailleurs, et si, vu que on se dirige un petit peu vers une crise, se dire, bon, bah, peut-être dans 10 ans, ou un petit peu moins, parce que je pense que ce sera moins de 10 ans, va y avoir une vraie crise, et à ce moment-là, on aura des opportunités en France. Et donc, on pourra imbriquer les deux. Ouais, bien sûr. Mais voilà un petit peu comment moi je vois les choses par rapport à ces points-là. Non, mais c'est vrai que tu vois, par rapport à tous ces facteurs, clairement, on voit que l'avenir est là, en fait, que tous les flux financiers viennent à Dubaï et aux Émirats. Donc ça, il n'y a aucun doute, j'en ai aucun doute. Mais souvent, ce qu'on dit, c'est que même quand tu vois le marché immobilier, par exemple à Paris ou dans d'autres villes, souvent, ça ne monte pas comme ça en vertical. Il y a quand même des phases, des petits cycles quand même de montée, ensuite de baisse, et ensuite, des fois, ça peut remonter. Je trouve qu'il est trop tôt pour parler de phase ou de cycle. Tu vois, on est vraiment à un point où on est... je pense aussi que Dubaï, tout ce qui est fait à Dubaï, c'est quand même réfléchi, parce que tu vois, il y a un plan de développement. Sinon, ils construiraient tout Dubaï d'un coup, depuis le temps. Ils se diraient, bon, bah, on va tout construire, et voilà. Ils savent qu'ils y vont progressivement, même un quartier, ils le développent progressivement, de façon à faire monter les prix. Celui qui a acheté en premier, on ne peut plus acheter au même prix que celui qui achète 3 ans ou 4 ans plus tard. Donc, je pense que tout est réfléchi, et ce que je te disais, on a une stabilité ici. De façon à ce qu'on ne soit pas confronté à ce genre de problème. Peut-être que plus tard, et ce ne sera pas un problème, mais on aura un ralentissement de la croissance du marché. Bien sûr. Mais on n'aura pas un marché inverse, ça c'est une évidence. On aura peut-être, évidemment, c'est prévu, d'ici une quinzaine d'années pour moi, la courbe, elle ne sera pas à ce point exponentielle. Voilà, c'est le ralentissement. Oui, bien sûr. Mais on continuera à monter. De toute façon, l'immobilier est toujours monté, toujours progressé. Ah bah c'est clair, c'est sûr. Ok, c'est cool en tout cas. Du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui aimerait investir à Dubaï? Est-ce que tu l'orienterais plutôt sur du off-plan, donc c'est-à-dire un projet tu vas investir sur un projet qui n'est pas encore construit et du coup, pendant toute la phase de construction, tu vas avoir un plan de paiement, ou alors sur du ready, ce qu'on appelle donc ce second marché, donc un appartement qui est déjà terminé et c'est un propriétaire qui vend justement son bien. C'est quoi à peu près ta vision là-dessus? C'est quoi ta vision? Alors ça va dépendre du profil de la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est une personne par exemple qui n'est pas encore résidente à Dubaï, il y a beaucoup d'avantages d'acheter sur du off-plan parce que les banques françaises, on va prendre un français, ne vont pas financer un investissement à l'étranger et encore moins à Dubaï. Et Dubaï ne va pas financer un étranger qui arrive et qui veut acheter son premier bien. Donc,
on a le système, comme tu as dit, de off-plan, plan de paiement qui est mis en place par les promoteurs pour accéder à la propriété. Où tu as le système, enfin ce système-là ressemble au système du crédit parce que tu payes sur plusieurs années. Alors c'est plus court, sur généralement 4-5 ans, ton bien. Avec cette option-là, il faut savoir que tu peux accéder à l'investissement de façon très facile, chose que tu ne peux pas faire avec le crédit. Je m'explique. C'est toi et ta responsabilité. Demain, quand tu veux faire un crédit, c'est 33% d'endettement, tu ne peux pas le dépasser, tu es bloqué et tu dois monter ton dossier à la banque, ça prend du temps et tu payes des intérêts. Aujourd'hui, tu veux investir en plan de paiement, c'est toi et ta responsabilité. Tu veux que ça représente 70% de tes revenus, et parce que tu veux manger, tu vas pas te faire plaisir pendant X temps, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. On va pas t'en empêcher. Donc, tu as un accès qui est différent. Et sur l'investissement locatif, la question que tu me posais, même si tu es résident français, tu n'es pas imposé sur tes revenus locatifs à Dubaï. Dans ton avis d'imposition, tu n'es pas imposé, ça ne l'augmente pas. Donc, si tu es résident fiscal français et que tu investis à Dubaï, et que tu as des revenus locatifs, à Dubaï, personne en fait, il y a une convention fiscale entre les deux pays et tu n'as pas d'impôt supplémentaire à payer. C'est ça, de non-double imposition. Exactement. Donc, c'est ces éléments à prendre en compte sur le marché off-plan, qui est donc plus accessible, pour résumer. Et le deuxième point, c'est que tu vas avoir des opportunités qui ne sont pas sur le marché secondaire aussi. Donc, quand tu as un lancement d'un projet, tu as tout le projet qui est à vendre. Ça dépend à quel moment tu arrives du lancement, mais admettons que tu arrives au début, parce que je pense que la personne qui t'accompagne va forcément t'amener sur quelque chose où tu as une bonne opportunité. Tu arrives au début, tu as à peu près toutes les unités à vendre quand tu es dans les premiers. Donc tu as la sélection de choisir la bonne, celle que tu veux, celle qui te fait le plus plaisir. Tu peux mettre même un petit peu d'affect, tu vois, dedans en te disant je veux une vue, celle-ci parce que j'aime bien ce côté de Dubaï, etc. Quand tu es sur le secondaire, tu as le droit d'acheter ce qu'il y a à vendre. Bien sûr. Donc t'as pas forcément la meilleure unité. T'achètes après quelqu'un qui a déjà été propriétaire, si ça a été qu'une fois et pas déjà deux. Donc t'achètes après une plus-value, voire deux. T'achètes un bien qui est déjà livré ou dans les parties communes, c'est pas la dernière tour. C'est pas pour autant que ce sera un mauvais investissement. Mais c'est pas la même chose. Donc t'as pas l'accès aussi facile sur le secondaire. Et t'as pas les mêmes opportunités. Tu vois, à la livraison, tu n'auras pas déjà gagné de l'argent sur ton temps de construction. Donc, en fait, tu monétises un petit peu dans la différence des deux, ton temps contre de l'argent. Si tu veux pouvoir acheter du secondaire directement aussi, alors je parle du secondaire déjà livré, pas du secondaire off-plan, parce que ça existe aussi dans le secondaire. Tu peux racheter un plan de paiement. Sur le secondaire déjà livré, il faut quand même que tu aies beaucoup d'apports. Il faut que tu puisses payer ton bien cash. Ouais, bien sûr. Ça, c'est ces éléments-là. Après, si du côté où tu te fais financer, parce que tu peux te faire financer à la livraison de ton bien, c'est plus du technique, là, on rentrerait dans le détail, mais tu peux aussi te faire financer à Dubaï une fois que ton bien est livré, que tu as payé 60% du bien pour te refaire financer, avoir le même schéma qu'en Europe. Tu as des plans de paiement post-handover, donc tu continues de payer après la remise des clés. Dubaï s'ouvre un petit peu à tout le monde pour que l'investissement immobilier soit assez facile. Après, le but, c'est que chaque investissement correspond à un profil et le but, c'est de cibler tes objectifs ou les objectifs de la personne en fonction de ce que tu veux. Tu vas là où il faut aller au mieux. Après, voilà, c'est du cas par cas. Faut prendre un petit peu le temps d'échanger avec la personne, comprendre ses objectifs et nuancer les deux. Mais dans un marché comme celui de Dubaï aujourd'hui, évidemment, de pouvoir acheter sur du off-plan, si dans sa tête, on n'est pas obligé de se dire je dois revendre dans 3 ans, parce que ça, c'est pas une bonne idée de se dire je vais faire une plus-value et je vais revendre à la livraison. Ça veut dire qu'on est pris par le temps. C'est pas quelque chose que je conseillerais. En revanche, si on n'a pas la pression du temps, on sait que voilà, on a une opportunité d'acheter en off-plan, t'es le premier propriétaire d'un bien, faut y aller. Pour moi, je priorise ce marché-là au secondaire, même si le secondaire marche très bien aussi. C'est une opportunité qu'on n'aura plus un moment de se dire j'ai acheté ma première unité dans cette tour parce que on sera le deuxième ou le troisième ou le cinquième propriétaire. Moi, ce qui m'embête avec le off-plan, c'est de mettre autant d'argent pendant de nombreuses années sans avoir un retour sur investissement. Ça, c'est quand même embêtant. Moi, j'aime bien avoir alloué mon cash sur un actif qui travaille tout de suite. Donc c'est vrai que je suis un peu plus
sur le marché secondaire, Ouais. mais je peux comprendre les gens qui investissent sur le off-plan pour. Après, tu as tu des vois. promoteurs, parce Ouais. qu'on parle d'année en année, Ouais, tu as des promoteurs aujourd'hui qui livrent très vite. Très, très ouais mais vite. c'est pas forcément les meilleurs. C'est pas forcément les meilleurs, mais par Ouais. exemple, on est allé en voir un ensemble Oui. début de semaine, Ouais, qui fait partie du top 5 des Ouais. promoteurs de Dubaï. ouais. Et qui livre, tu as des biens qui sont livrés sous 12 mois. Alors Ouais. c'est rare parce qu'ils sont déjà en construction, Ouais, c'est mais sûr. généralement ils mettent à peu près 18 mois. Mm, mm, mm. Donc, quand tu sais que tu vas aussi vite et Oui. tu sais que la qualité, C'est sûr. sur ça il n'y a pas de problème. Mm, Donc évidemment il faut faire attention mm, à ce que tu livres, mm, à ce que tu choisis comme promoteur, pardon. bien sûr. Mais tu as des opportunités aussi en ce sens, où tu auras acheté à un prix plus bas que Mm. d'acheter du secondaire. Ouais, bien sûr. Mais après c'est du cas par cas, tu te dis bon je veux une rentabilité tout de suite. Mm, Donc tout de suite, tu vas gagner, tu investis, je te dis une bêtise, 500 000 euros, mm. tu vas tout de suite avoir ta rentabilité, peut-être le louer à 45 000 euros par an, etc. c'est ça. Ok. Mais par contre, tu n'auras pas la même évolution de prix, je te disais tout à l'heure, Ah bah oui, c'est la sûr. progression de ta rentabilité. C'est sûr. Donc sur l'année 1, Mm. bah, tu préfères parce que ton argent il travaille tout de suite. Mm. Par contre, tu as sorti beaucoup plus de cash. Mm. Sur l'année 4 ou 5, Mm. à titre de comparaison, Ouais, bien tu auras sûr. investi moins d'argent sur le off-plan, Mm. tu auras une meilleure rentabilité. Ta rentabilité, elle aura Mm. un meilleur potentiel de progression chaque Mm. année. Ouais. Et ça te permet aussi d'investir, d'augmenter ton investissement. Tu Mm. pourras acheter 3 ou 4 biens Ouais, parce c'est que sûr. tu auras mis moins d'apport. Tu mets demain 500 000 euros d'apport sur un projet ou 200 000 euros, c'est pas pareil que de se dire bon bah je vais acheter 3 projets où l'apport, tu sais ici quand tu rentres sur du off-plan c'est à peu près 24%. Mm. Donc avec ça bah, je peux acheter 3 biens un peu plus gros. Ouais. Et tu évolues gentiment avec, tu vois, tu commences comme ça. Et puis Mm. après, il faut que tu aies 3 biens, tes 3 biens te payent ton 4e, Ouais, c'est ça. etc. Ouais, Donc, c'est pas la même chose. Si je Mm. comprends le côté de je place de Mm. l'argent, je veux tout de suite un retour sur investissement, mais Mm. il y a ces deux visions différentes. C'est pour ça que je te dis, c'est du cas Ouais, par c'est cas. ça. Et comprendre la Ouais. personne en face de toi. Quoi. Et justement, ouais, t'en parlais, mais il y a pas mal de gens ce qu'ils veulent faire, c'est être sur un projet off-plan et faire une plus-value même avant la remise des clés, parce que ça se fait beaucoup ça. Il y a même beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est ils font que ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent sur des off-plans et ensuite bah, ils font des plus-values à chaque fois. Ouais. Alors, Euh, ou ils veulent. Ou alors ils tentent veulent. de Ouais, faire voilà. des plus-values. Bah oui, c'est ça. Moi, c'est Et pas, c'est c'est pas quelque chose Ouais. qu'il faut promettre et qu'il faut vendre Mm. en ce sens. Ouais. C'est important de faire comprendre aux gens qui nous regardent que Mm. à Dubaï on voit beaucoup de choses, il faut les comprendre Mm. et c'est pas un ticket de loto. Bien sûr. Donc oui, on connaît des gens qui ont fait ça. Ouais. On connaît tous. Ouais. Maintenant il y a une réalité. Si tout le monde fait ça, bah, c'est pas possible. Le Bah, bien marché sûr. ne peut pas fonctionner de la sorte. Ouais. Donc en termes d'accompagnement en vente, on peut pas dire à quelqu'un bon bah tu l'achètes une fois qu'il est construit tu revends. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est si tu n'es pas pressé, Ouais, c'est tu ça. peux le remettre à vendre à la livraison. Par contre, tu as les moyens de le payer à 100%. Mm. Tu mets un locataire en attendant qui vient Mm. quand même t'équilibrer. Mm. Et le jour où tu as un acheteur, il est là. Ouais, ouais, ouais. Tu auras fait une plus-value, évidemment. Tu n'auras peut-être pas fait 100%, tu n'auras peut-être pas multiplié par 3, Mm. mais tu auras gagné de l'argent, comme un petit peu l'activité de marchand de biens en France, Ouais. où voilà, tu fais entre 20 et 30% de marge sur 18 mois. Bon, c'est à peu près la même histoire. Mais il faut se méfier. Parce que tu peux agrandir ces opportunités aussi. Tu vois, de se dire ça, déjà, tu veux vraiment aller chercher ta plus-value. Essaie d'acheter dans les premiers un bien. Bien Tu sûr. peux rentrer un bien quand il est ici ce qu'on appelle en EOI, expression d'intérêt. Mm. Tu es généralement déjà entre 5 et 10% moins cher que les prix au moment du lancement. Ouais, bien sûr. Donc déjà, tu as petite plus-value par la force des choses à ce Mm. moment-là. Ensuite, si tu as la possibilité, que tu es seul ou à plusieurs, si tu as des associés, Mm. si tu achètes ce qu'on appelle ici des bulk deals, donc tu achètes par exemple tout un étage entier, ou si tu peux aller plus loin, 2 ou 3, Mm. évidemment que tu as une remise aussi. On va aller chercher des remises de la part du promoteur. Mm. Donc c'est peut-être 7-8% supplémentaires. Ouais. Si déjà tu as acheté tes biens entre je sais pas, 12 et 15% en dessous de la valeur du prix qui se vendent, bah déjà ta plus-value elle est déjà là pendant la construction, parce que si tu revends à la découpe, tu as cet argent-là. Ouais. Chaque année, tu as la valeur de l'immobilier qui augmente en moyenne sur Dubaï Ouais. récemment de 15%. Donc tu te dis, bon, avec tous ces éléments, je peux faire de la plus-value. Néanmoins, si dans ton business plan, c'est par contre,
je peux pas payer à la livraison les 40% restants, parce que généralement les plans de paiement c'est 60-40. Tu payes 60% pendant la construction, 40% à la livraison. Si tu peux pas payer les 40% restants à la livraison, tu vas être un petit peu pris au coup, on va dire. Et c'est à ce moment-là où ta stratégie elle marche pas. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est si tu n'as plus la position de force et que tu vois, tu te dis bon, bah, faut vite que je vende, à ce moment-là, les acheteurs ils vont le comprendre. Ouais, c'est sûr. Donc ils vont se dire bon, bah attends, je vais lui racheter au prix, il va l'acheter, il va pas faire son coup, il va pas faire sa plus-value. Et ça casse, ça fausse en fait cette possibilité de plus-value. Donc faut bien nuancer. Ouais, mais ça signifie qu'il y a quand même des projets qui sont un peu moins liquides et que tu peux moins revendre avant la remise des clés. Tu vois, parce que, tu vois, peut-être qu'on peut en parler de cet exemple-là. On connaît une personne du coup, qui a misé sur le fait de pouvoir faire une plus-value et revendre avant la remise des clés. Et du coup, là, il se retrouve un peu en situation de difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à revendre. Et pour lui, c'était sûr qu'il allait faire une plus-value. Du coup, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi il n'a pas pu faire ce plan-là, donc de revendre au prix qu'il voulait avant la remise des clés. Sachant qu'on dit que Dubaï, c'est un marché en pleine expansion, il y a une grosse demande. Et en plus, surtout, ce que j'ai compris, c'est que c'est un lot qui est bien quand même, avec une belle vue, high floor, etc. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, par exemple, ne peut pas, si on prend cet exemple-là, alors, et c'est un bon promoteur en plus. Donc, non, mais les cases sont cochées par rapport à la qualité de l'investissement. Sur ça, il n'y a rien à dire parce que c'est un bon quartier, c'est un bon promoteur, bien sûr. Et l'unité est bonne. Néanmoins, on va se rapprocher de ce que je t'ai dit, ce dont je te parlais, c'est que c'est une personne qui a misé pour revendre en fait, avant la livraison. Donc aussi, ce coup-là, il faut se dire, quand tu es acheteur, tu dis, attends, il ne peut pas payer la livraison. Pourquoi il ne me revend pas après ? Ouais, mais ça l'acheteur, il n'est pas obligé de le savoir, ça. Lui, il peut juste se dire, il le sait, parce qu'il achète un bien qui n'est pas livré. Ouais, mais il n'est pas obligé Il achète un bien où on n'a pas les clés. Donc je dis, la première question, moi demain je suis investisseur, je pense que tu l'as fait, tu as acheté pas mal de biens en France, c'est pourquoi il vend ? Pourquoi le vendeur il vend ? Tu veux savoir ? Parce qu'il va aller sur un autre projet. Il peut dire, voilà, je vais sur un autre projet. Il a un besoin. Tandis que, en fait, tout part de ce point-là. C'est comment tu valorises ton bien, la valeur que tu lui apportes. Si le bien il est payé entièrement, en l'occurrence ce n'est pas le cas sur celui-ci, et que le bien fonctionne, il y a un locataire dedans, il y a une rentabilité, à ce moment-là tu te dis ok, c'est un schéma qui fonctionne, je peux l'acheter, ou je peux avoir tant de rentabilité, donc tu sais dans quoi tu vas. Là, tu as quelqu'un qui a dit j'ai payé de mémoire 60% de la valeur du bien, je suis pas capable de payer le reste, d'accord ? Donc je suis un petit peu pris parce que je dois le payer, je suis arrivé à l'échéance où je dois la payer. Donc le côté qu'il a voulu faire, sa stratégie a mal joué parce que ça devient une opportunité pour quelqu'un d'autre et ce n'est plus son opportunité. Oui, je suis d'accord. Mais tu sais, on voit beaucoup d'investisseurs qui achètent, qui commencent le plan de paiement et qui revendent à 60% et qui font une plus-value. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font ou qui accompagnent des gens, ce que je te disais tout à l'heure. Mais après, il faut aller chercher la part des choses, du vrai et du faux, de qui le fait vraiment et selon les projets. Ouais, peut-être que lui, sur cette personne-là, peut-être sur ce projet-là, il ne peut pas le faire. Parce que il n'y a peut-être pas autant de demandes. Mais en fait, tu as des aussi, c'est au moment où tu cibles les objectifs, ce que je te disais tout à l'heure, de ton investisseur, c'est qu'est-ce que je veux faire. Julien, par exemple, je veux faire de l'investissement locatif long terme. Ok, tiens, je t'amène sur un projet dans tel quartier, chez tel promoteur, et on va trouver telle unité. Julien, je veux faire un investissement où je fais de l'achat-revente avec une plus-value. Ok, pas de souci. J'aurais peut-être pas conseillé ce projet-là. Ah ok, d'accord. Pour faire ça. Par contre, demain, il veut le louer, il l'aura très très bien, son projet. Et pourquoi tu n'aurais pas conseillé ce projet-là, par exemple ? Pour la plus-value, parce que on sait, par exemple, on le voit en temps les chiffres, ce qui marche le plus en termes de plus-value, c'est les projets qui sont brandés, par exemple. D'accord, que ce soit des chaînes d'hôtels, des marques de voitures, on voit qu'on a beaucoup de branding à Dubaï, des marques d'horlogerie. C'est d'avoir ce prestige parce que tu crées une rareté. D'accord, donc tu as le nom d'un promoteur, ça c'est pas rare parce qu'il a plusieurs projets dans Dubaï. Par contre, tu as la rareté de dire il est brandé, j'ai ce projet-là en collaboration avec telle marque, d'accord, internationale. Et c'est là où je vois la plus-value, c'est quand tu crées une rareté
Donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Il n'y a pas beaucoup de projets en ce sens. Et moi, j'estime que tu as ce point-là et tu as l'autre point où tu crées une plus-value, c'est quand tu es sur un projet qui va être par exemple en bord de mer, avec une vue mer. Aujourd'hui, à Dubaï même, je ne parle pas des autres Émirats, à Dubaï même, tu n'as plus vraiment de projet. Tu as Maritime City qui est en train de se développer, mais tu n'as plus beaucoup d'endroits où tu peux acheter proche de la mer. Donc ça devient une rareté. D'accord, ok. Voilà. Sachant que tout ce qui est Jumeirah, tu vas pas être en pleine propriété aussi, il faut le savoir. Tu vois, as la différence entre le leasehold et le freehold. Donc tu n'as plus beaucoup d'endroits où tu peux acheter, où tu as ces opportunités, tu en as toujours. Mais plus ça se raréfie, plus tu vas pouvoir faire une plus-value. Par contre, tu achètes dans les terres de Dubaï, c'est pas que c'est un mauvais investissement, mais c'est peut-être pas fait pour que ça soit une plus-value. C'est fait peut-être pour autre chose. Ouais, je vois. Du coup, moi, de ce que je comprends, c'est que ces investisseurs-là qui font ça, en fait, qui font des plus-values sur des promesses, sur du off-plan, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et du coup, c'est pas si facile que ça, en plus, de le faire et de le revendre. En fait, c'est pas si facile que ça, dans le sens où il faut pas que ça soit un emploi du temps, on va dire un calendrier imposé. Si c'est je dois le faire forcément dans les 3 ans, c'est pas bon. Par contre, si on n'a pas la pression financière, ce que je disais tout à l'heure, je me répète, si on n'a pas la pression financière, on peut payer le bien entièrement. Donc, pas de souci. Il est alimenté par un locataire. On prouve qu'on a une bonne rentabilité. Le bien fonctionne, l'investissement fonctionne, il se revendra avec une plus-value. Ouais, je vois. Mais on peut se dire que vu que Dubaï, c'est un marché qui est très demandé, où il y a peu d'offres pour beaucoup de demandes, on peut se dire que n'importe quel projet peut partir, tu vois, dans cette logique-là. Alors on peut se le dire, mais quand on le vit, quand on est sur place, on se le dit plus. Tu vois également que tu as des promoteurs qui livrent des projets, on va dire, un peu moins soignés que d'autres. Donc quand tu te balades dans un immeuble, tu as la possibilité, quand tu es sur place, justement, tu loues des Airbnb, de te balader de tour en tour. Tu vas voir un petit peu celles qui sont meilleures. Bien sûr. Ont les meilleures finitions, ou celles où entre la brochure et la réalité, c'est pas la même chose. Donc tu as ces aimants-là, et quand tu vois que tu as un immeuble qui en 5 ans, il a vieilli comme s'il en avait 30, non, c'est sûr que c'est pas liquide. Ouais, c'est sûr. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais moi je pense que ces éléments-là aussi, tu les as en fonction de la personne qui t'accompagne sur la connaissance du marché. C'est important de se renseigner, parce que tu peux avoir quelqu'un qui est là depuis 2 ans, 3 ans, mais si tu t'intéresses pas au marché de Dubaï, ça va avoir du mal. Il y a beaucoup de choses à savoir, c'est aller rencontrer les promoteurs. Il faut tous les rencontrer. Il faut aller dans les bureaux. Déjà, c'est la première chose que tu vois, c'est la façade. Tu vois, tu arrives dans des bureaux, si les bureaux, c'est pas soigné, si j'ai rencontré des promoteurs où ça jouait à des jeux dans les bureaux, ça attend... tu te fais ton idée. Et après, tu te rends compte que, parce qu'il y a un nombre de promoteurs fous, tu te rends compte que tu te resserres un petit peu et tu te dis, je peux travailler. Déjà, si tu travailles avec 20 promoteurs, c'est beaucoup. Si tu décides de travailler avec 20. C'est déjà beaucoup, parce que tu as 20 promoteurs qui ont à peu près 10 projets chacun lancés. Et sur les 10 projets, tu as à peu près 500 unités. Si on prend une moyenne, j'ai pris des chiffres très larges. Tu te retrouves avec une encyclopédie très vite, quoi. Mais voilà, c'est important de sélectionner ces gens-là. Si déjà tu sélectionnes aussi les bons promoteurs, les bons projets, les bons quartiers et la bonne unité, tu iras chercher une option qui est un petit peu partout. Ça veut dire que tu vas avoir ta plus-value, tu auras une bonne rentabilité si tu veux le garder, tu auras un produit liquide et tu auras ou une résidence principale ou une résidence secondaire qui sera belle. Mais il faut prendre un petit peu ces éléments en compte, pas aller trop vite. Tu achètes de la pierre, certes, tu perdras pas l'argent, mais attention justement à pas te retrouver en défaut, un produit pas liquide ou un produit que tu n'arrives pas à louer, etc. Ouais, puis tu peux te dire aussi, il y a tellement d'unités sur la tour que quand tout le monde voudra vendre, tu vas avoir une difficulté pour vendre parce que tout le monde voudra vendre en même temps. Donc, si tout le monde veut vendre. Ouais, voilà. Mais c'est dans un cas extrême. Mais, mais après, c'est rare que tout le monde veut revendre en même temps. Donc, on n'a jamais été confronté à cette chose. Généralement, c'est plus des situations mauvaises de crise quand on voit ça. Par contre, pour des situations locatives, c'est plutôt justement aller chercher la meilleure unité pour que tu sois une des premières à être prise, à être louée. Tu vois, quand tu prends 10 unités qui sont à peu près au même prix et qui ont à peu près le même layout
dans la tour. Ouais, l'agencement. Ouais, exactement. Pour que tu fasses la différence, c'est soit, si par exemple elle n'est pas meublée, tu vas la meubler, soit tu vas rajouter des décors, des moulures par exemple au mur. Enfin bon, un petit truc en plus, ou alors tu as juste le meilleur étage. Dès le début, tu as sélectionné une des meilleures unités. C'est ça. Et on prendra la tienne en premier. Tu vois. Bon, au pire des cas, au lieu de la louer en 2 semaines, tu vas la louer en un mois et demi. Vraiment, 1 mois et demi, c'est quand c'est mauvais. Sinon, quand ça dépasse, c'est soit t'es pas au bon prix, soit ton unité elle est mauvaise. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Mais tu peux pas mettre plus de 5 semaines à louer une unité quand elle est livrée, quoi. C'est pas normal. Ouais, bien sûr. Si tu l'as bien sélectionné. Toi, tu dirais que c'est à peu près combien le minimum d'étages qu'il faudrait investir dans une tour? Ça dépend parce qu'on a des tours qui font aujourd'hui 6 étages. On se rapproche du modèle parisien, mais c'est surtout plus une question de ne pas avoir de vis-à-vis. Ouais, après, c'est la plupart des gens. Tu ne peux pas avoir la vue sur ton voisin. Et Dubaï, on a fait en sorte qu'on n'ait pas ces problèmes-là. Si vraiment on sélectionne cette mauvaise unité, c'est un peu plus embêtant. Il y en a pour tous les goûts, mais elle doit être un petit peu moins chère et elle doit se trouver un petit peu moins chère pour les profils et elle doit être un peu plus négociable. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir prétendre à un chèque, on va prétendre peut-être à 12 chèques sur celle-ci parce que on va faire avec ce qu'on a. Donc tout sera loué. Mais non, ce que je préconise, c'est une unité où tu n'as pas de vis-à-vis, où tu as vraiment la vue dégagée, ou s'il y a quelque chose qui t'obstrue la vue, elle est à 20 mètres de toi, quoi. Que ça te dérange pas. C'est important d'avoir quand même un côté un petit peu intimité et d'avoir un confort chez soi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui proposent des projets, mais ils ne regardent même pas le cadastre. Donc du coup, la personne, elle se retrouve à investir sur un projet, et derrière, il va y avoir une tour qui va se construire, donc elle n'aura pas la même vue. Exactement. Donc forcément, le bien va décoter, ça c'est sûr. C'est le point qui est dans la continuité de ta question. C'est une bonne unité. Si aujourd'hui on a une vue dégagée parce qu'il n'y a rien à côté, il faut se rapprocher du cadastre. Bien sûr, très important. Il faut regarder et dire qu'est-ce qui va se construire derrière. Au moins savoir ce qui est autorisé. Si on n'a aucune information, dire derrière on a un building qui peut se construire et il a une autorisation de 12 étages. Ok, je vais prendre au-dessus du 12. Voilà. Et si c'est tout simple. Je vais prendre au-dessus du 12. Donc, et on prend un peu de marge, on prend à partir du 15. Comme ça, on n'a pas de problème, on n'est pas au niveau de la clim sur le toit. Mais oui, il faut penser à tous ces éléments. Mais il faut que ça soit apporté, il faut que ça soit naturel. Et tu vois, tu me parles d'autres agents immobiliers. Parfois, c'est même pas volontaire de leur part. Oui, c'est une méconnaissance. C'est ça. C'est que le renseignement ne va pas jusqu'ici. Parce que on leur a pas forcément appris. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont aussi reconvertis dans l'immobilier et on leur a pas forcément appris. On a dit aujourd'hui on a un bon projet, on sort un gros nom. Le quartier, il est sympa, mais tu vois, ça peut s'arrêter là la connaissance. On ne sait pas trop pourquoi il y a du potentiel, mais on leur a dit le quartier a du potentiel. Et après, il y a un chef d'agence qui dit ton métier c'est de vendre avec ces éléments. Ok. Le quartier il est top parce qu'il y a ça. Et après l'unité, j'ai une unité dispo, ça rentre dans vos prix, etc. Et c'est pour ça que je te dis, parfois c'est même pas évidemment qu'il y a le côté de se dire il faut quand même apprendre un petit peu. Donc ça c'est le côté où tout agent immobilier doit apprendre son métier. Mais vu que parfois il a la méconnaissance comme tu dis, il t'accompagne mal par la force des choses. C'est ça, Et là où il faut être sûr aussi d'une chose, c'est que ton agent immobilier soit là à la livraison de ton bien. Oui. Ça c'est important. Parce que souvent après ils partent. Et, en fait, vu que tu as affaire à beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, qui au bout de tout de suite, ils sont à Dubaï, on est tout de suite mis, tu vois, sur le tas. Donc tu commences et il avait un autre métier, rien à voir dans un autre pays. 6 mois plus tôt, là il se retrouve à devoir vendre de l'immobilier. On parle pas de vendre une baguette de pain, vendre de l'immobilier. C'est pas des choses dont il a l'habitude. Et ça se trouve, ça lui plaira pas. Il sait même pas, c'est encore récent. Bien sûr. Parce qu'il se met tout de suite. En fait, en pratique, il y a pas ici. Tu commences pas. Tu fais la théorie et la pratique en même temps quand tu arrives. Et tu commences plus d'ailleurs par la pratique que la théorie. Donc il se met tout de suite à vendre. Ça se trouve, au bout de 6 mois, il va dire j'aime pas ce métier pour X ou Y raison, ou ça ne fonctionne pas. Et au bout de 6 mois, il n'est plus là. Donc, tu as acheté ton bien, tu sais, tu as un problème même pendant la construction parce que tu veux des échéances, tu veux renégocier. Le numéro, il n'existe plus. Si monsieur, madame est parti des Émirats, le numéro émirati, il l'a rendu. Donc, il faut s'assurer de ça. Mais généralement aussi, la première chose pour se rassurer de ces points-là,
global. Ça n'empêche que quelqu'un peut arrêter quand même derrière, mais c'est d'avoir un numéro RERA, tu vois, d'avoir la broker card. Oui. Déjà, tu sais qu'il y a un agent qui a la broker card, bon, il est quand même implanté, il a pour but de rester. Après, tout peut arriver. Mais vu que c'est des éléments qui coûtent de l'argent, que ce soit à l'agence ou à la personne, de faire un visa, de faire ces démarches administratives, c'est une chose à vérifier et à demander. Après, ça peut être un agent qui travaille pour une boîte qui a le RERA, mais lui, il l'a pas. Ça peut être ça aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut la demander. Vu qu'elle est nominative, si par exemple Julien, on lui demande sa RERA et qu'il n'en a pas une à son nom, bah on sait que potentiellement Julien peut ne plus être là. Même si l'agence reste là, bien sûr. Julien peut ne plus être là. Bien sûr. Et après, voilà. Est-ce que l'agence va reprendre le travail de Julien qui ça, est c'est parti? pas sûr. Ouais. C'est pas sûr. Ouais. Parce que c'est un métier où ça marche à la commission. Oui. La commission, c'est Julien qui l'a prise, mais Julien est parti. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Dubaï et qui se lancent justement en tant qu'agent immobilier parce que c'est le job facile où il y a beaucoup d'offres, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est ça. Donc beaucoup de gens, même je pense 90%, ils ont jamais travaillé dans ce domaine-là. Ils ont été, je sais pas moi, dans un autre totalement domaine. Ils vendaient des téléphones, ou je sais pas, ils vendaient autre chose. Et au final, ils se retrouvent là. Ils connaissent rien à l'immobilier, rien au marché. Et c'est eux-mêmes qui vont vous conseiller. C'est ça. Et qui vont vendre des projets alors que je trouve qu'ils sont pas forcément légitimes, même si tu peux apprendre sur le tas. Et du coup, c'est un peu l'option facile quand tu arrives à Dubaï, c'est voilà, je vais faire agent immobilier. Il faut se méfier parce que et tu vois, tout le monde veut faire ça. Quelqu'un dans ton cas. Demain, aujourd'hui tu as tes relations à Dubaï heureusement, mais demain tu veux investir dans l'immobilier. Tu as plusieurs biens en France, je crois qu'on parle de plusieurs dizaines. Tu connais le métier, tu sais comment ça fonctionne. Bien sûr. Et tu as beaucoup plus de connaissances que si tu appelles quelqu'un au hasard qui justement était peut-être plagiste il y a 6 mois avant, tu vois. Bon, j'ai rien contre eux, mais c'est juste que c'est pas le même métier. Et donc tu vas lui parler, tu vas utiliser des termes, tu vas utiliser juste tu connais le fonctionnement du métier beaucoup mieux que lui, alors qu'il doit te conseiller. Bien sûr. Donc évidemment qu'il y a des choses qui marchent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des régulations. Et là par exemple jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à fin décembre, début janvier, on peut plus ouvrir de nouvelles agences immobilières parce que il y en a trop. Il y en a trop. Tu les ouvres comme ça. On dit souvent pour un client, il y a au moins 5 agents immobiliers en moyenne. Ouais, minimum à Dubaï. En général. Le problème, c'est qu'à Dubaï, sur un agent sur deux, si on peut dire agent du coup, n'a pas la broker card. Minimum. Dans les chiffres qui ressortent vraiment, donc dans ceux qu'on ne connaît pas, où on n'a pas accès, ça doit être encore plus. Mais il n'y a qu'un seul agent sur deux qui a une broker card. Ouais, c'est souvent ça. Et donc voilà, après, attention encore une fois, après, avoir une broker card, ça ne signifie pas non plus qu'il y a une expérience immobilière derrière, mais juste déjà ça relativise parce qu'on sait que ça a un certain prix d'avoir la broker card. Donc, ça équilibre un petit peu. Après, voilà, il faut poser 2-3 questions. Surtout si on est un profil. Il y a plusieurs profils. Si on est nouvel investisseur en immobilier, c'est les questions de base, se rassurer sur la personne qu'on a en face. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait de l'immobilier, oui ou non? Est-ce que dans ce cas-là, son patron, son agence, depuis quand elle date? La RERA, évidemment. Le promoteur. C'est quoi l'ancienneté du promoteur? Et après, voilà, se rapprocher de plus en plus, se resserrer les taux. Ok. Et le quartier, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce quartier dans les 10 prochaines années? Et après, on se rapproche plus au petit. Et l'unité. Ok, l'unité, d'accord. Vous avez regardé le cadastre. Qu'est-ce qui va en être? C'est quoi le sens du vent? Ok. Où on est? Il faut regarder aussi, important, il y a des promotions actuellement en cours. Dans la lignée de la piste de décollage, donc bien après du coup, mais les avions passent et on entend quand même le bruit. Il y a des promotions, beaucoup de projets qui sont lancés en cours en ce moment dans un de ces endroits. À côté du projet Al Maktoum, l'aéroport de l'autre aéroport de Dubaï International, l'aéroport actuel par où on passe. Et en fait, tu étais dans la lignée du décollage, mais cet aéroport va pas disparaître. C'est pas parce que tu as le Maktoum qui arrive. Voilà, tu vas quand même avoir des vols qui vont passer. Et ça reste un gros aéroport. Donc le problème quand tu entends le bruit d'un avion, tu sais, c'est très fort quand tu l'entends passer, même s'il est un petit peu plus haut. Mais quand on entend tu as le stress d'attendre le prochain. Tu te dis quand est-ce que l'autre va passer. Et quand tu entends ça toute la journée, jour et nuit, dans des aéroports internationaux, voilà. Il faut faire attention à ces éléments. Parfois, il faut dégrossir un petit peu la map, se dire ok, on me propose quelque chose ici, c'est très bien. Je vais regarder ce qu'il y a autour. Non, c'est pour ça faut pas faire confiance à n'importe quel agent immobilier. C'est vrai que c'est important d'être bien accompagné. Exactement. Moi, je me rappelle la toute première fois quand j'étais venu en 2020.
J'étais tombé sur un agent immobilier qui m'avait présenté des projets et on avait visité des projets, etc. Et ça m'avait marqué parce que quand je lui demandais il y avait quoi comme rentabilité, elle savait même pas comment calculer une rentabilité. C'est-à-dire qu'elle savait pas le calcul, il fallait que je lui montre comment calculer en fait. C'était marrant parce qu'elle venait juste de... Après, il faut aussi de temps en temps, on commence tous un jour. Bien sûr, donc, oui. Il faut aussi se dire, je suis capable de laisser la chance à telle personne. Bien sûr, c'est normal. Mais si on fait ça, il faut se dire, ok, par contre, c'est mon argent. J'ai eu du mal à le gagner. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. Respecte-le. Donc, si une personne débute, bon là en l'occurrence, c'est quelqu'un qui ne sait pas calculer la rentabilité, c'est quand même la base. Voilà, on ne peut pas lui trouver d'excuses. Mais par contre, quelqu'un qui est honnête. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais très jeune et quand je me retrouvais avec ces grosses enseignes. En plus, c'est très corporate, parce que c'était des enseignes internationales, tu vois, que j'avais en face de moi. De temps en temps, ça marchait la carte de l'honnêteté. C'est laissez-moi ma chance, je suis au début. Par contre, voilà, derrière moi, j'ai telle structure, je suis accompagné, ça sera suivi et je mets dans chaque mail en copie telle personne. C'est bien, ça rassure. Mais si on trouve un moyen de rassurer, il y a la chance pour tout le monde. Tu vois, je ne dis pas aujourd'hui que l'immobilier à Dubaï, il est fait que pour des gens qui ont de l'expérience, même si ça serait top pour tout le monde. Mais ceux qui arrivent, il faut aussi, il y a plus d'efforts à faire, quoi. C'est montrer. Et moi, je trouve que la carte de l'honnêteté, moi, je l'ai toujours été. J'ai dit toujours les choses. J'ai déjà eu des gens qui m'ont appelé pour me dire, je veux acheter tel projet. J'ai déjà l'unité, mais voilà, je veux savoir quand même ce que tu en penses. Et après, j'avais juste à aller tout droit. Parce que tu as commencé à 7 ans, toi, c'est ça? Ouais, mais moi, sur ça, j'ai déjà dit non. J'ai déjà dit non, ne va pas sur ce projet. Viens, on se calme et je t'explique pourquoi. Alors que j'avais entre guillemets pas de travail à faire. On dit, tu sais, le cliché de l'agent immobilier, c'est vous ouvrez une porte et vous avez votre commission. Voilà, j'avais même pas de porte à ouvrir vu que c'était sur plan. Mais c'était non, je vais t'expliquer pourquoi. Et je trouvais 2-3 points. Je dis, si tu le veux, c'est ton choix, c'est ton argent. Mais au moins, je t'ai dit. Et il faut, tu vois, qu'un agent immobilier soit capable de dire à un client non, dans le risque de peut-être ça retarde son investissement. Alors que j'aurais pu avoir ma commission tout de suite et dire bon, on va chez le promoteur. Bien sûr. Il faut avoir ce recul-là et se dire le faire. Et je trouve que sur le long terme, justement, la carte de l'honnêteté de la franchise, ça fonctionne parce qu'au final, aujourd'hui, moi, c'est beaucoup de gens qui me recommandent, qui de plus en plus, tu vois, enfin, ça a toujours été comme ça, mais maintenant ça fait 7 ans. C'est une vision long terme. Mais voilà, maintenant ça fait un petit moment, mais aujourd'hui, je marche surtout à la recommandation. Tu vois. Moi, c'est pareil sur mon accompagnement, parce que j'ai des gens à investir sur des immeubles de rapport et des projets en France. Et c'est très souvent, avec des personnes que j'accompagne, ils me présentent des projets, je leur dis, non, vas-y pas dessus, quoi. Parce que je sais qu'il y a ça qui va pas. Et ça, ils apprécient mon honnêteté. Et j'aurais pu leur dire, ok, on valide. Et au final, l'accompagnement se fait beaucoup plus rapidement. Et puis, c'est terminé. Là, non, je préfère qu'ils fassent un bon investissement, qu'ils aient des bons retours. Eux, ils sont contents. Si eux, ils sont contents, moi, je suis content. Et en plus, ils peuvent me recommander par la suite. Tu vois. Et ça a toujours un effet bénéfique sur du long terme. Et moi, c'est comme ça que je travaille, parce que je préfère être authentique. J'ai toujours été comme ça. Moi, je joue la carte de l'authenticité. Et c'est important pour moi que la personne fasse un bon investissement et qu'il ne soit pas justement floué ou alors qu'il soit un peu déçu ou qu'il regrette. Tu vois. Et en fait, il faut savoir contredire bien sûr. ton client, parce que ça reste des clients aussi pour toi. Il faut savoir contredire et dire non. Évidemment, avoir les bons éléments, mais quand on est au début de ce métier, moi je l'ai fait aussi un petit peu cette erreur, j'avais un petit peu peur, parce qu'il y a aussi pas mal de négociations à prendre en compte. J'avais un petit peu peur de frustrer ou de brusquer la personne, tu vois, en disant non, fais pas ça, et suivre. Non, faut pas hésiter à donner son point de vue et puis donner tous les éléments qui font que tu achètes, mais en connaissance de cause. Ce qu'il y a à prendre aussi en considération, par exemple pour les agents immobiliers qui rejoignent des agences, c'est comprendre aussi le fonctionnement en interne. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, en fait, ici, tu as beaucoup de chefs d'agence qui te mettent la pression pour vendre. Et tu sais, à Dubaï, c'est pas comme en France sur ça, par contre. C'est si on veut plus de toi, le matin, il est 10h du matin, tu viens au café. Bien sûr. Bonjour, mais c'est fini. Ok. Bon, il y a peut-être un préavis de 2 semaines et encore, généralement, il se passe pas sur place. Mais voilà, il faut. S'il y a une pression constante d'un patron qui dit vends sans réfléchir, le but c'est de faire du chiffre.
ça sera plus bénéfique pour lui que pour la personne en question. Et malheureusement, ça casse un petit peu la réputation du broker, évidemment de l'agence. Mais si l'agence a sa stratégie de dire moi je suis ouvert 5 ans à Dubaï et dans 5 ans je plie bagage. Voilà, il faut c'est pas que aussi la faute des agents, des brokers en eux-mêmes. C'est aussi la hiérarchie où il faut se dire bon, bah voilà, où je vais, pourquoi et comprendre. Et si on comprend dans les premiers jours ou dans le premier mois que c'est pas bon, faut pas hésiter à se dire ça me va pas et je vais ailleurs. Il y a le choix justement à Dubaï. C'est plusieurs agences immobilières, mais c'est aussi important de bien la sélectionner. Ouais, ça c'est super important. Le choix de la sélection d'agence c'est super important. Déterminant dans le projet. Exactement. Et même du coup pour revenir à ce qu'on disait par rapport au plan de financement des projets off-plan, du coup par rapport à cette expérience-là, ce qu'il faut donner comme conseil, c'est si vous n'avez pas l'argent pour mettre tout le plan de financement dès le départ, vaut mieux ne pas y aller. Voilà. Si vous n'avez pas 100% de la somme, vous êtes sûr. Voilà, ça c'est une évidence. Ça c'est la clé. C'est une évidence. Ça sert à rien de faire le projet. Voilà, c'est une évidence. Non, ça c'est sûr que s'il y a le discours d'un conseil quelconque, si on peut appeler ça un conseil du coup, qui vous dit vous inquiétez pas, achetez ça. Dans 2 ans, avant la remise des clés, parce que la remise des clés c'est dans 3 ans et demi, on le revend à tel prix, regardez les chiffres, etc. Là, on lève le pied. C'est une évidence. Par contre, si on sait que nous, on est capable d'aller jusqu'au bout, donc financièrement, vous êtes capable, vous dites, bon, je peux payer 100% de la valeur du bien, c'est très bien. Si vous voulez avoir un projet plus-value, si vous avez un projet locatif, de toute façon, c'est un autre projet, mais si l'objectif, c'est la plus-value, c'est ça. Et derrière, comment maximiser le plus cette plus-value. Donc c'est ok, admettons que ce soit moi, Julien, mon objectif c'est ça. Ok, comment je peux maximiser? On va rentrer sur un projet, on temporise un petit peu. On va rentrer sur un projet en EOI. Attends que ça soit le bon moment. Ça peut durer 2 semaines, 1 mois. Il y a pas mal de projets lancés, mais attends, comme ça on a les prix les plus bas. Tu te positionnes parmi les premiers. Ok. Ensuite, quelle est ta capacité financière pour l'investissement? Ah, attends, tu as une capacité assez large. On va peut-être pouvoir acheter plusieurs unités, voire un étage entier. Je peux m'associer avec mon frère, etc. Ok, très bien. Donc là, déjà, on a fait baisser un prix d'achat sur un projet. On achète parmi les premiers, ce que je te disais, déjà entre 10 et 15% en dessous de la valeur de ce qui va être lancé. Et après, déjà, tu as cette balance-là. C'est ça, c'est bien d'investir. Tu pars pas de zéro. Tu pars pas de zéro. Oui, tu as cette opportunité. Tu pars pas de zéro. Voilà comment le but c'est de dire, c'est d'aller chercher et de maximiser le profit. Pas juste je veux un investissement plus-value, ok, j'ai un bon projet, c'est ça, ok. Pourquoi? Parce que c'est bien, c'est une bonne marque, etc. Faut vraiment avoir. Et quand on a tous les arguments dans la bonne colonne, à Dubaï en tout cas, dans le marché actuel, moi j'estime qu'on peut pas se tromper. Voilà. Mais encore une fois, le conseil principal, primordial, c'est de se dire cet argent, je peux payer mon bien en totalité sur mon plan de paiement en fin de compte. Donc si mon plan de paiement il est sur 4 ans ou sur 5 ans, je peux le payer. Et après je verrai où ça mène. C'est du plus que mon projet c'est de faire un achat-revente. Mais oui, on va vraiment suivre ce que tu as dit. Tu as 100% raison. Faut pas acheter un bien en se disant je peux le payer pendant 2 ans et dans 2 ans je peux plus. Donc il faudra qu'il se revende à ce moment-là. Ça, il faut pas le faire. Ouais, c'est super important. Ouais. C'est pas du tout safe de faire ça. Complètement. De ne pas avoir le... Mais ça devrait même être un petit peu alertant parce que bien sûr. Tu sais, c'est quand on te dit la vente est un peu trop grosse, quoi. Tu vois, on te dit c'est ça, pas de problème, ça va fonctionner, etc. Attends, c'est red flag. Bah oui, c'est ça. C'est red flag. Fais attention, il y a bien un problème quelque part. Sinon tout le monde le ferait. Et du coup, il se passe quoi si la personne n'arrive pas à payer les 40% restants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils saisissent le bien? Alors t'as plusieurs relances quand même avant. Après c'est assez rapide à Dubaï. C'est pour ça que je te parlais de responsabilité tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux accéder à l'investissement à Dubaï. T'es pas régulé par à ce niveau-là par une banque qui va te dire il faut que tu sois endetté minimum, etc. Donc c'est pour ça que l'accompagnement joue, parce que c'est aussi à l'accompagnateur de te dire est-ce que tu vas pouvoir y aller, est-ce que tu as la capacité financière. Mais ouais, si tu peux pas payer la livraison, solution A, tu as un petit peu de chance, tu le remets à vendre
et tu le revends assez rapidement. Après, à Dubaï, malgré tout, il y a la loi de Dubaï et il y a aussi des promoteurs qui sont un petit peu compréhensifs. Tu dis, écoute, je peux pas payer, j'ai un petit problème financier, je peux pas payer pour le moment. Je te dis pas que ça marche à chaque fois, mais tu peux négocier avec eux. Est-ce qu'on peut revoir un échéancier? Est-ce que vous pouvez me laisser un petit peu plus de temps? Alors attention, le temps, ça va pas être 2 ans. Ah oui. Mais voilà, est-ce qu'on peut discuter, etc. On se met autour d'une table, je vais trouver une solution, c'est un bien immobilier. Et puis derrière ça, d'ailleurs, il faudrait que peut-être qu'on en discute avec la personne en question. Tu peux te faire financer ton bien, la différence, parce que tu as un bien existant, donc en fait la banque va prendre l'hypothèque sur la valeur de ton bien. Au moins lui il peut récupérer ses clés, dans notre exemple, mais dans le cas de tous les jours, il peut récupérer ses clés, mettre un locataire, et ça va venir équilibrer. Donc c'est une solution. Je pense qu'il faudrait pour payer les 40%, bien sûr. Je pense qu'il faudrait, mais voilà, donc solution A c'est revendre, si on veut s'en débarrasser. Solution 2 c'est aller chercher un crédit. Et c'est possible. Et solution 3, si la personne ne trouve aucune solution, bon, il commence à avoir des pénalités de retard. Et après, malheureusement, il n'aura pas les clés de son bien. Donc c'est-à-dire qu'ils saisissent le bien. Donc, au bout d'un certain moment, oui, il peut perdre son argent. Donc c'est-à-dire que les 60% qu'il a mis, il les perd. Il peut les perdre. Bah oui, mais après ça, c'est son accompagnement. Je sais pas par qui il a été accompagné. Il y a... Oui, bien sûr, mais c'est pour savoir. Les risques, faut le préciser. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un agent immobilier qui sera là à la livraison. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, donc, pour les gens qui nous regardent, cette personne, tu m'en as parlé il y a 24 heures, c'est pour ça que la solution n'est pas trouvée, ou n'est pas encore avancée, mais cette personne-là, elle a forcément été accompagnée, je pense, par quelqu'un à l'époque, au moment de son acquisition. Bon, bah voilà, il est où cet agent immobilier? Il est où? Pourquoi il n'est pas là? Parce que c'est à lui de conseiller ces éléments. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire? L'agent immobilier, soit revendre le bien. Si le bien n'est pas liquide, il n'arrive pas à le vendre. Bon, ok, viens, on se rapproche d'une banque, tu vas te faire financer. Oui, c'est à lui, c'est à son travail, c'est son travail. C'est l'accompagner justement. Bien sûr. C'est ok, tu as cette option. Au moins lui lister les options. Parce qu'aujourd'hui, quand on a parlé brièvement, en tout cas, il n'a pas beaucoup d'options c'est ça. Qui lui sont proposées. Et j'ai l'impression qu'il se retrouve un petit peu dans une mauvaise posture, alors qu'il y a des options. Voilà, fais-toi financer. Il y a ton bien qui garde l'hypothèque, tu peux récupérer la clé du promoteur, tu le mets à louer, tout va se rembourser et tu restes propriétaire. Tu revends pas, et c'est ce qu'on appelle en distress deal à perte, et tout fonctionne bien. Viens, on va éviter le troisième point bien qui sûr. Est tu n'as pas trouvé de solution, on saisit ton bien ou tu as des pénalités. Oui, c'est sûr. Mais encore une fois, voilà, c'est ça. Enfin, je suppose que si l'agent immobilier en question qui lui a vendu ça n'est pas là, c'est soit qu'il n'est plus sur le territoire, soit qu'il lui répond plus. C'est forcément une de ces raisons. Ou qu'il n'assume pas les promesses qu'il lui a vendues, qu'il lui a données il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Et si, admettons, moi je me positionne en tant qu'acquéreur sur ce bien, par exemple, en termes de négociation, qu'est-ce que je peux espérer? Comment je peux faire pour justement me dire, bon ok, vas-y, je vais acheter ce bien-là. Quel pourcentage en moins du prix je peux espérer avoir, tu vois, comment tu verrais les choses? Ça dépend, par exemple. En fait, ça dépend si tu es au courant ou pas. Oui, mais si tu es au courant. Si tu es au courant de tout. Si tu es au courant de tout. Si tu es au courant de tout, tu as une vraie position de force. Malheureusement, dans la vie, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc tu peux arriver, si vraiment il n'a pas d'offre, parce que si l'approche elle est par un agent immobilier, d'accord, et que tu me dis, voilà Julien, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a il y a des offres sur le sujet? À moi de le secret professionnel et évidemment la façon d'amener les choses, parce que le but c'est de réaliser que tout le monde est ouvert. Et il faut être le plus neutre possible. Mais si tu comprends qu'il n'y a pas d'offre, ok, je suis tout seul. Bon tu vas pouvoir tabler un peu plus bas. Mais quand même tu tables au prix. Tu t'alignes au prix. Tu achètes quelque chose qui a été vendu il y a 2 ans ou il y a 3 ans au même prix. D'accord, donc tu as gagné là le temps, l'échange de temps-argent, il n'existe pas, vu que c'est juste que tu sors plus de trésorerie. C'est ça. Tu peux le mettre à louer tout de suite, tu regardes les prix au jour à la location. Tu dis, mais attends, je vais aller chercher une super renta. Donc tes avantages, ils sont là, toi. C'est de te dire, bon, si je veux vraiment être opportuniste, je vais un peu fracasser. Tu fracasses un peu. Et je vais tabler bas. Mais monsieur est à la gorge. Et entre se couper un doigt ou se couper le bras, il va choisir de se couper un doigt. Ok. Donc ça, évidemment, tu as cette opportunité qui va augmenter. Tu vas la payer moins cher en fait, qu'il a payé il y a 2 ans. C'est ça. On parle de, pour être réaliste, on parle peut-être 10%, moins cher. Je pense, 10-15%. Tu peux pas plus. Tu peux pas coupler mais 50%. sinon, il perd tout.
Sinon, il perd tout. Ouais, mais alors, sinon il perd tout, mais il faut voir après où t'en es avec le promoteur, parce que si t'as des pénalités, tu devras régler les pénalités. Ah oui, c'est vrai. Bon, ouais. il faut voir, se rendre compte. Et lui, tu sais, généralement, dans ces gens-là, si t'as quelqu'un qui a du mal à vendre, que ce soit lui ou quiconque, tu sais, il croit toujours à une solution qui va tomber du ciel. Oui. Donc, par expérience, je sais que tu peux pas tabler à 50% en dessous. Par contre, oui, tu peux aller chercher des prix plus bas. C'est sûr que c'est mieux d'avoir quelque chose que mais plus il attend, plus il a des pénalités, et plus il a moins de solutions. Évidemment, mais après, plus il attend, plus il rencontre de monde, plus il va chercher des solutions. Logiquement, dans la logique des choses, et tu seras pas le seul, quoi. Oui, il y aura d'autres potentiels acquéreurs. Non, mais surtout que moi, je suis pas. Si demain je me retrouve à m'occuper de son bien, projet, et que tu viens, il y aura pas que toi. C'est ok, je dois trouver une solution, mais le but c'est que tout le monde ait le sourire. Bien sûr. Donc, je vais appeler 10 personnes. Oui. Je peux appeler que. Oui, forcément, bah oui. Et te dire ça. Oui. Ça sera un petit peu le jeu. C'est pour ça que dans la finalité, oui. il va s'y retrouver. Si on va dans ça, on va être à 15-20% en dessous du marché. Ça peut être une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Parce qu'en plus, derrière, après, ta rentabilité, elle est sur le prix actuel du marché. Donc, si ton bien il est valorisé aujourd'hui 400 000 euros. Tu vois, tu l'auras par rapport à la valeur d'aujourd'hui et pas par rapport au prix que tu l'as acheté il y a 2 ans. Donc, c'est des bonnes opportunités. Mais pareil, après, ça c'est la loi un petit peu dans tous les marchés. C'est faut avoir la trésorerie dispo. Si t'es full cash et que t'es dispo, t'as des opportunités. Tu vois, c'est là où t'as le plus d'opportunités. Mais le marché du distress deal à Dubaï, il peut être intéressant. Il faut pareil toujours s'y intéresser. En l'occurrence, là, ce distress-là, pour l'invest locatif, il est intéressant. Il faut faire attention aussi, pareil. C'est pas parce que tu achètes un distress deal qu'il est intéressant. C'est creuser un petit peu. C'est creuser un petit peu. On peut aller très vite. À Dubaï, de toute façon, ça va très vite. On peut aller très vite, mais il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation. Tu vois. Sûr. C'est un truc qui peut rendre 24 heures où tu réfléchis. Prends 24 heures. Mais ne te dis pas, en 2 heures j'ai fait le tour. Ok, j'ai vu ça. C'est un petit peu rapide. Ouais, donc pour que les gens comprennent, le distress deal en fait c'est du coup un projet c'est un vendeur qui souvent n'arrive plus à payer soit les 40% restants, soit son plan de paiement. Son plan de paiement, ou soit c'est parce que il a besoin d'argent, ou alors il a plus d'argent pour payer soit les mensualités de crédit ou autre, et du coup il est obligé de revendre à perte, et du coup ça en fait une bonne affaire. Donc ça c'est assez fréquent à Dubaï, et c'est comme ça que ça s'appelle distress deal. Ça en fait une bonne affaire si les critères initiaux sont respectés sur la base. Voilà, si tous les critères. C'est ça qu'il faut c'est ça. Et donc moi ce que je veux savoir c'est comment accéder à ces distress deals. Pareil, il faut avoir un bon contact à Dubaï, parce que les bons distress deals ne sont pas listés normalement. En tout cas nous c'est pas ce qu'on fait. Pas parce que si c'est une affaire, généralement, il suffit d'un coup de téléphone quand on est agent immobilier, quoi. Oui, c'est comme le off-market en France. Exactement. C'est pareil. Exactement. Normalement, un bon distress deal n'est pas listé sur l'annonce. Sinon, ça peut être un distress, mais qui n'est pas forcément une bonne affaire. Parce que si passer 5 appels, on n'a aucun intérêt. Généralement, c'est pas bon, mais si quand on en passe 10, il n'y a personne qui veut, généralement, c'est que c'est pas une bonne affaire, et donc du coup, il va falloir le lister. Donc, la meilleure façon, c'est d'avoir un bon interlocuteur, un agent sur place qui accompagne, et de, entre guillemets, un petit peu s'inscrire à cette sorte. Nous, c'est un petit peu comme c'est pas une liste d'attente, mais ça va être c'est une liste, c'est inscris-moi dans cette liste. Je comprends. Tu vois, donc il y a un nombre de personnes, et le jour où on a quelque chose, on fait. C'est plus off, quand je dis off market. C'est du off market. Tu vois, on se l'envoie sur WhatsApp, je vais l'envoyer à 10 personnes, je vais 10-15 personnes selon les gens qu'il y a dans la liste et selon les budgets qu'ils m'ont donné. Donc généralement, c'est pas plus de 10. Et c'est j'ai ça avant tout de suite, J'ai de la réponse ou pas, après il y en a, on peut s'appeler, tac, on s'appelle. Mais c'est s'inscrire, avoir un interlocuteur et dire voilà, est-ce que vous faites du distress deal. Le but c'est pas juste un appel, c'est rencontrer les personnes. Oui, forcément. Donc c'est d'avoir peut-être, pour une personne qui recherche, peut-être avoir quelques agents immobiliers de confiance et de leur demander que la personne soit dans leur liste finalement d'acquéreurs potentiels. Exactement. Et comme en France, tu vois, si tu fais du off-market, tu es sur plusieurs listes de agents immobiliers et puis tu reçois des fois des offres. Exactement. Ça c'est clair. En tout cas, c'est cool, on a bien parlé pas mal de choses. On a pas mal échangé. On a fait le tour sur plein de sujets. Ça permet un peu de dégrossir, on va dire,
toutes les possibilités pour Complètement. l'investissement à Dubaï, l'intérêt d'investir ici et, aussi de voir un peu voilà, ce qui est possible de faire. Toi, je sais que du coup, tu as préconisé Dubaï, mais est-ce que tu avais pensé à d'autres marchés, par exemple à l'étranger ou Alors, dans d'autres pays ou pas? j'ai Non? analysé, j'ai regardé. Ouais. Ah, donc, bon, l'Europe, on va globaliser avec la France, hein, Oui. c'est à peu près la même chose. Ouais. On a des impôts, même si c'est pas les mêmes dans tous les pays de l'Europe, Oui, oui. qui viennent modifier ta rentabilité du brut et du net. Mm. On entend aussi parler en ce moment du marché, par exemple, au Maroc, Oui, c'est de vrai. l'immobilier, où Mm. où il y a des gens qui hésitent souvent. Parfois, je mets au téléphone, j'hésite entre Maroc, Dubaï, etc. Mm. Le problème, c'est que je l'ai analysé, du moins assez Mm. rapidement, mais les fondamentaux. Investir au Maroc, tu regardes sur les 15 dernières années, tu n'as pas vraiment d'évolution du prix, tu vois, des prix. Mm. Mais là, Sur ça a le- explosé quand sur, même, le- les sur, prix le- là-bas. sur le marché. Ça- Bah, écoute, dernièrement, tu regardes les prix, tu n'es pas sur des variables énormes. Mm. Le second point, quand tu investis au Maroc, c'est que tu peux investir sur plan, c'est très bien, Mm. mais tu n'as pas de compte séquestre. Mm. Tu vois, à Dubaï, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais tu as des comptes séquestres. Donc ton argent, tu ne l'envoies pas chez le promoteur, Mm. c'est un compte séquestre qui est Mm. détenu par ici, la DLD, Dubai Land Department, Mm. un organisme qui va débloquer petit à petit de l'argent, Mm. Ça, c'est l'envoyer. récent. En plus, avant, il n'y avait pas ça. Ils l'ont C'est mis les en place. régulations justement pour pas Ouais, que parce pour qu'il y a qu'il y ait- eu, déjà eu des arnaques. pour qu'il y ait une Ouais. sécurité de l'investissement. Tu n'as pas ce point-là au Maroc, donc tu l'envoies chez le promoteur, faut qu'il soit honnête. Mm. Faut qu'il puisse te livrer à la fin, ou enfin qu'il n'y ait pas de souci, qu'il n'y ait pas de retard. Et dernier point important, c'est qu'au Maroc, c'est pas le dernier point d'ailleurs, c'est que t'as pas de plan de développement, t'as pas de plan concret. Ouais. Où on va dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, Mm. on ne sait pas plus qu'aujourd'hui. Donc quand tu compares les deux, Mm. d'un côté tu sais où tu vas, Oui, c'est sûr. tu vois, d'un autre côté tu pars dans l'inconnu. Je te dis pas que tu pars dans un mur, mais tu sais pas où tu vas. Mm. Donc c'est Après, tu sais que quand même le pays il se développe beaucoup, qu'il est en croissance, qu'il y a des événements comme la Coupe du Monde, etc., qui vont accueillir. Tu sais qu'il y a aussi quand même pas mal de points qui il font est basé que- beaucoup sur le touriste. Oui, oui, oui. Sur le tourisme. C'est vrai. Et aussi quand même beaucoup de retraités français et européens qui viennent quand même s'installer. Oui, mais à voilà, Dubaï, même des l'économie est entrepreneurs. beaucoup basée, Ouais. enfin quasiment sur le tourisme. Ouais. D'accord. Mais Mm. toi, tu as ce point-là. Ouais. Encore une fois, Dubaï montre que ils sont sur d'autres points, ils sont différents de la fiscalité, mais qui montrent Mm. qu'ils ils sont devant Mm. et que c'est plus prometteur, à mes yeux en tout cas. Est-ce que tu as pensé à des pays comme des pays asiatiques comme Ouais, Thaïlande, Bali, Thaïlande. tout ça Pour le marché global de la Thaïlande, il a baissé. Tu prends Bali, Mm. c'est en hausse. Mm. Le problème de ces pays, c'est que Mm. t'es pas en pleine propriété. Ouais, ça c'est sûr. Tu vas être en leasehold. Ça, je suis d'accord. Et généralement, donc leasehold, freehold, si on Ouais. explique pour les gens qui nous regardent, Oui. freehold, on est en pleine propriété. Mm. Leasehold, c'est comme un bail amphithéotique C'est ça. en France. On est propriétaire pendant un certain C'est nombre ça. d'années. C'est le propriétaire du terrain qui loue son terrain au propriétaire du bien Exactement. pour qu'il puisse ensuite soit Le problème, c'est que les durées sont pas. Parce qu'un bail amphithéotique de mémoire, c'est 99 ans quand j'étais en France. Les durées sont pas aussi longues dans ces pays. Je crois que tu es sur du 20-30 ans à peu près. Et tes droits, ils sont restreints quand tu n'es pas local dans ces pays. Demain, alors je vulgarise un petit peu la chose, mais tu fais une construction qui ne convient pas au propriétaire du terrain à côté qui est local. Si vraiment il veut refaire remonter ça, en 2 minutes, il transforme ta zone en zone agricole. Tu peux plus construire ce que tu veux. T'as pas autant de liberté. Et encore une fois, on n'a pas de plan concret de développement. C'est des endroits qui marchent bien avec le tourisme. On ne sait pas où on va aussi dans les prochaines années. Donc c'est important de... Voilà, moi j'ai regardé tous ces éléments. Je dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité. Je dis il y a des faits. Voilà ce qu'il en est. Il y a des faits, il y a des chiffres. Et aujourd'hui, j'ai pris tout ça et j'ai dit ok, je préfère Dubaï. Pour toutes ces raisons-là, je préfère Dubaï et je préfère accompagner sur Dubaï. Il y en a qui font les deux. Il y a des gens qui accompagnent dans plusieurs pays en même temps. Je pense qu'à Dubaï et aux Émirats, il y a déjà beaucoup de travail, beaucoup de connaissances à apprendre. La loi évolue, donc évidemment il y a des changements assez récurrents. Je ne vais pas dire tous les jours, mais quand même tous les mois tu as des nouvelles choses, des nouvelles arrivées.
Il faut être à l'écoute de tout ça. Le but, c'est de bien accompagner sur son marché. Tu vois même, tu me prends des petites choses, des petits éléments sur le Maroc, sur la Thaïlande, sur Bali, que je ne maîtrise pas forcément. Si toi, tu as regardé d'autres chiffres que les miens, sûr, etc. Moi, je parle de ce dont je sais parler, tu vois, de ce que je connais, en l'occurrence Dubaï, et les Émirats plus gros. Mais si on prend plus large, le reste du marché du monde, je peux te parler de plein de choses. On peut parler d'immobilier en Argentine, on peut parler de plein de choses. Il y a tellement de marchés. Voilà, je parle de ce que je connais, ce que je maîtrise. Et aujourd'hui, Dubaï, j'estime que je maîtrise quand même de façon assez bien le marché. Et j'accompagne, c'est pour ça que j'accompagne sur ce marché-là. En tout cas, moi, sache que voilà, je sens que tu maîtrises bien ton marché. Que tu peux tu as une relation de confiance avec les clients que tu accompagnes. Et c'est pour ça qu'on fait le podcast ensemble. C'est aussi pour faire connaître ton travail et ton expertise justement sur le marché de Dubaï. Donc j'espère que ça a apporté beaucoup de valeur aux gens. J'espère aussi, c'est le but. Et donc c'est pour ça, n'hésitez pas, si un jour vous avez un projet à Dubaï, de faire appel à Julien. Il saura vous conseiller, même si vous n'allez pas faire un projet avec lui, au moins il saura vous conseiller. Donc n'hésitez pas à prendre un appel. Je pense qu'on mettra sûrement un lien. Oui, bien sûr. Même pour une consultation, si c'est des informations, une première démarche ou un contact pour avoir un message, comment ça se passe sur des questions qu'on a, avec grand plaisir, j'y répondrai. En tout cas, moi, sachez que j'ai quand même... je connais bien maintenant le marché à Dubaï. Ça fait 5 ans que je viens souvent à Dubaï. J'ai rencontré beaucoup d'agents immobiliers. Je connais pas mal de projets, etc. J'ai rencontré pas mal de gens et je sais que toi, ce que tu fais, je sais que c'est quelque chose de qualité, de confiance. Merci. Et donc c'est pour ça que je peux te recommander à ma communauté sans problème, parce que je sais que c'est validé, quoi. Voilà, je te remercie. Voilà. En tout cas, je fais le maximum pour l'être et comme je viens de le dire, il y a peu de temps, quand je maîtrise mal quelque chose, je dis les choses de façon à ce qu'on ne perd pas de temps et que on aille dans la même direction de la façon la plus transparente et honnête possible. C'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup je t'en prie. D'avoir partagé tout ça pour tout le monde, à la communauté. Avec grand plaisir. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger sur peut-être d'autres sujets à l'avenir. Et puis, évidemment, avec plaisir. Il y aura s'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas. Un deuxième épisode. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. On pourra y répondre. Vraiment, n'hésitez pas. Et ou sinon, prenez un appel si vous voulez en savoir plus avec Julien. Il saura vous conseiller et ce sera votre partenaire de confiance à Dubaï. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à toi. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Allez, salut. Ciao. Ciao.